Bonjour à toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans la 5ème de couve, l'émission de débat autour du manga. Bonjour 2025, bonne année à nouveau. On l'a commencé en vous proposant cette année une émission manga jeu de rôle il y a 2 semaines. Voici maintenant donc du classique, le top de nos mangas de 2024. Comme chaque mois de janvier, on a regardé dans le rétro et on a ressorti une dizaine de nouveautés manga. C'était pas une très grosse année, mais on a tout de même eu quelques petites émotions de lecture très sympas. Donc là c'est le top consensuel de l'équipe, et puis la semaine prochaine on fera la même chose mais avec nos coups de cœur perso, une dizaine d'autres mangas. Avant de commencer, merci à tous pour cette année 2024 qui est passée, plus de 370 000 écoutes. Wow, bravo. Merci. C'est mieux. Bravo. Pour les thèmes et les formats qu'on fait, c'est assez énorme. Et le top des plateformes, c'est Spotify maintenant, voilà, c'est sûr. C'est Spotify, on est le plus écouté. Puis ensuite, c'est Deezer. Alors qu'avant Deezer, t'es genre 4ème, mais alors Deezer est monté dans le podcast game. C'est un truc de fou. À suivre de très près donc. Et puis parmi les émissions les plus écoutées, il y a le top et les chouchous manga de 2023. Donc cette émission de dans un an sera probablement la plus écoutée. L'émission sur le tome 42 de Berserk. Le top Samouraï vous a bien plu a priori. Tout comme l'émission Gundam et le top 10 de Johnny. Fait partie des émissions aussi les plus écoutées. Voilà, bravo. Le top harem. Alors on dit les termes là. Dans cette émission bilan, il va être aussi un peu question des ventes de mangas, mais pour ça vous avez presque plus besoin de nous, vous les connaissez. Bon, allez, on tente le top 5 des tomes les plus vendus, et c'est One Piece. Voilà, One Piece, le tome 107 évidemment, suivi de One Piece. Non, de Spy Family. Ah bah oui, c'est toujours Spy Family. Hop, il s'est mis bravo. tout doucement. Moi je suis très contente pour eux. Autant l'année dernière il y avait le voyage de Shuna qui est arrivé, Ah là oui. c'est un petit Spy Family, puis ensuite c'est One Piece. Non, c'est le tome 107 d'abord de One Piece, ensuite Spy Family tome 12, ensuite One Piece tome 108, One Piece tome 1, puis One Piece tome 2. Mais c'est fou quand même pour Spy Family parce que c'est 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 génial. le manga qui regroupe tout le monde dans la lecture. Toute la famille. Ouais. Tu vois, enfin ça peut être des gens qui connaissent le manga, des gens qui connaissent pas le manga, des femmes, des enfants, enfin il y a tout quoi. Mais ouais, non, c'est chouette, ça montre aussi en tout cas que Spy Family est bien installé dans le paysage mangaesque français. Le top 13 de nos meilleurs mangas de l'année 2024 dans la 5ème de couve, c'est parti. On ne pousse pas, s'il vous plaît, on ne pousse pas, c'est inutile. Le public n'est pas autorisé à assister aux épreuves éliminatoires. Moi, je crois que je pourrais être un très bon ninja. À quoi vous jouez? L'heure est grave, c'est pas le moment de faire les guignols. Mais on n'a rien d'autre à faire, on peut pas sortir. On va leur faire notre attaque secrète, l'attaque de la Tour Eiffel, ils vont rien comprendre. Et il faudra aussi parler des dessins animés, notamment des dessins animés japonais qui sont exécrables, quoi, qui sont terribles. Ah, les bâtards! Oh, this you crazy mother... Vous êtes en train d'écouter la 5ème de couve, le seul podcast où l'on peut découper, charcuter, dépecer, aimer les mangas de 2024. Bonjour à tous autour de la table. Tout le monde est là. Salut Julie, salut Johnny, salut Cagnard, salut Robin. Salut. Si vous nous découvrez maintenant, sachez que nous revenons chaque semaine avec 1 heure de podcast pour parler de manga. Au mois de janvier, on revient sur les nouveautés 2024. Là, c'est le top de l'équipe. La semaine prochaine, les chouchous perso. Puis ensuite, les mangas classiques et les rééditions. Et début février, on fait le point sur les nouveautés des prochains mois. Puis on vous parlera aussi du potentiel blockbuster de l'année, Kawabachi. Si vous aimez ce qu'on fait, abonnez-vous, activez les notifications, visitez nos pages sur les réseaux sociaux et allez faire un tour sur notre bon vieux petit blog, la5ème-de-couve.fr. Donc, nous avons cette année établi un top 13. Des fois, il y a des années, c'est 12. D'autres, c'est 10, 11. Là, c'est top 13 avec 3 titres un peu à part. On vous en parle en fait, à chaque dans fois, un t'es en train de instant. dire que le titre est faux. À chaque fois, on dit top 10 et jamais. Non, parce qu'on met toujours le bon nombre. Ah putain, c'est ça. Oui, non, c'est vrai. 3 titres un peu à part, on vous dit ça dans un instant. Ce top a été établi à partir de nos lectures à tous les 5. Donc on a mis des notes sur 100, à toutes les nouveautés qu'on a lues. Et attention, on ne note pas le manga mais notre feeling de lecture. Donc c'est complètement subjectif comme chaque année. Ainsi on mesure notre plaisir de lecture. Voilà, on mesure pas, on ne note pas le manga comme si on était des gens sur un piédestal en train de dire « Toi, tu vaux que 20 et toi ?» Bah si, c'est ce qu'on fait. Non, on note le plaisir de lecture. Mais subjectivement. Mais subjectivement, calmez-vous. Non, c'est notre plaisir de lecture. Si tu notes comme ça depuis 10 ans, ça veut dire que tu fais quand même le mauvais exercice. On nous note nous-mêmes. Oui, c'est ça, en gros, finalement. C'est le feeling que tu as eu avec
avec le bouquin que tu notes, puis ensuite il y a des pondérations, des méthodes de calcul qu'on a piqué à la NASA, et on arrive à ce top. D'ailleurs, je peux vous dire que dans ce top, il n'y aura pas Versus, Goku Rakugai, Jahadugar, Kindergarten Wars, Land, Sous Bouteille. Ils ne seront pas dans ce top, même si pour certains ils étaient pas très loin. Peut-être que ces titres seront dans l'émission de la semaine prochaine, je laisse un peu de mystère. On en profite aussi pour faire quelques points sur les meilleures ventes de manga, comme il y a quelques instants dans l'intro. Et on commence surtout avec le top 13, 12 et 11 qui sont 3 mangas dérivés. Donc on n'avait pas forcément envie de les mettre, de les mélanger avec les autres, puisque c'est soit des suites, soit des spin-offs, soit des rebrandings de tome 1. Ouais, comme des pour, nouveautés sans être des nouveautés, quoi. Ouais, comme pour Boruto, parce que c'est vraiment un tome 1, oui, mais c'est pas vraiment, ça reste quand même la suite. Oui, dans tous les cas, c'est une suite de suites en plus. En plus. The Jojo Lands, c'est le 9ème arc. Une suite de suite de suite de Le suite. 9ème démarrage. Et puis le spin-off de Dragon Quest, là, c'est une avant-suite. C'est avant. Ce qui est pas là, c'est pas loin. Mais du coup, on a fait un petit gang à part. Voilà, donc avec ces 3 mangas qui sont 13e, 12e et 11e, on commence avec The Jojo Lands, donc la 9e partie de Jojo's Bizarre Adventure. Cette fois, tout commence à Hawaï avec Jojo Joestar, un lycéen de 15 ans, et son grand frère Dragona, accompagné d'une bande assez hétéroclite. Ils ont pour mission de voler un diamant d'une très grande valeur à un touriste japonais pas totalement connu des lecteurs. The Jojo Land, c'est donc signé Hirohiko Araki, c'est aux éditions Delcourt Tonkam. Cette année, on a eu 3 tomes sur 5 déjà publiés au Japon, et c'est une série toujours en cours. Et pour moi, c'était un peu ma découverte de JoJo's. Je l'avais lu parce que on avait fait une émission, on en avait parlé, et j'avais un peu envie de me frotter à ce monument du manga quelque part. Alors, je connaissais un petit peu l'univers, évidemment, en bon amateur de manga, je sais un peu de quoi parle JoJo's Bizarre Adventure, et j'avais tenté l'animé quand il est arrivé sur Netflix. J'avais un peu tenté la première saison du nouvel animé là. Mais t'étais jamais rentré de plein pied dans et en le plus, manga. je dois dire que l'animé tu nous entends parler. Voilà, non mais je sais que c'est un univers incroyable et tout, et du coup ça m'a toujours un petit peu à la fois attiré et intimidé parce que c'est tellement y a tellement de matière quoi. Mais là je me disais bon allez. Tentons, tu vois, de commencer par pourquoi pas la 9e partie, tu vois. A priori, on a toujours dit qu'on pouvait commencer par où on voulait, et honnêtement, j'ai été super agréablement surpris parce que j'avais tout de suite conscience d'arriver dans un espèce d'univers assez foutraque, tu vois. Il y a quand même beaucoup de choses qui se mélangent, beaucoup de références, d'esthétique, tu vois, qui cohabitent dans un même tome. Et en même temps, tout a l'air super habilement construit, tu vois, les systèmes de pouvoir. Alors voilà, je connaissais un peu de loin le système des stands, mais tu vois, moi, la première fois que tu vois un stand, qu'est-ce que tu te dis quand t'es au... Tu sais que t'es pas au début, donc tu sais que t'es pas dans de la backstory. Encore une fois, moi j'avais vu que le début de l'animé qui ne contient pas encore les stands. Donc je connaissais un peu le concept, je savais à peu près de quoi il s'agissait, mais j'en avais vraiment jamais vu frontalement quoi. Et la première fois que là je les ai découverts dans ça, je me suis dit ah ouais, ok, donc le nen ça vient de là quoi. C'est vraiment l'origine de l'influence de Hunter, ça vient complètement de là. C'est des espèces de pouvoirs à la fois hyper complexes ou en tout cas très riche en potentiel et en même temps qui nécessite une explication assez précise de comment ça fonctionne et tout. Moi j'adore ce genre de truc, donc du coup ça a tout de suite fonctionné sur moi, et voilà, moi j'ai vraiment pris un grand plaisir à découvrir cet univers à travers cet arc. Alors du coup j'ai aucune idée de si c'est le meilleur ou pas, ou est-ce qu'il commence comme l'un des meilleurs ou pas, mais en tout cas moi ma découverte par cet arc je la trouve super. Et c'est fou, hein. Et moi je trouve ça dingue de se dire l'arc 9. Voilà, je suis à l'arc 9, je commence l'arc 9 et je suis pas complètement largué. Alors je pense quand même que mon espèce de connaissance de loin de la licence fait que c'est plus facile pour moi que quelqu'un qui n'y connaîtrait rien, mais quand même je trouve ça fou de se dire que c'est possible de commencer cet univers par une saison aussi tardive. Et est-ce que le personnage qu'on voit à la fin du tome 1 il t'a intrigué? Alors oui, parce que c'est une espèce de, enfin je sais pas comment dire, c'est l'objectif entre guillemets, enfin il est lié à l'objectif des personnages principaux. Après moi je sais pas du tout qui c'est, donc oui c'est ça, parce que Jojo c'est les personnages, voilà, l'espèce de clin d'œil auquel il fait référence, tu vois, ce que tu disais en intro dans le petit résumé, moi je n'en ai pas conscience, mais ça m'empêche pas d'avoir apprécié ce qui s'est passé dans ce début d'aventure. Mais tu te rends compte, c'est quand même le 9e tome 1 de JoJo's pour Araki. 9e tome 1 de sa même série.
Je sais pas, c'est pas le 9e tome 1 d'une autre série. C'est salut, moi j'ai fait 9 tomes 1 dans ma vie. Non, c'est le 9e tome 1 de sa même série. Et 9e tome 1 différent. Parce Oui. qu'il y en a aucun qui se ressemble, mine de rien, avec les autres. C'est ça qui est marrant aussi. Mais moi je trouve ça improbable. Faut quand même mesurer comment tu te renouvelles. Comment tu mets un peu de nouveauté mais tu replaces un ancien personnage ou pas. Comment tu te rappelles aux bons souvenirs des lecteurs sans non plus leur faire des gros coups de coude et leur faire des gros clins d'œil un peu grossiers. Toutes ces questions, je trouve que Araki il répond vraiment avec brio dans ce The Jojo Lands, dans ce tome 1 en l'occurrence. La suite, après ça, on va voir vers quoi il tourne, vers quoi il veut aller, mais je trouve ça fou et assez incroyable. Ça n'avait pas fait cet effet-là sur tous les arcs non plus, en plus. Donc je suis assez content et j'ai hâte de voir vers où ça va aller. Puis en plus le concept de casse, ça va tellement bien à l'univers de JoJo's. En plus sur JoJo, je trouve que c'est vraiment la plupart du temps c'est le démarrage des séries qui est vraiment passionnant parce que il y a ce jeu comme tu dis Max, qu'est-ce qu'il va nous faire de nouveau, tu vois, sur celui-là. Et il a encore trouvé un truc original. Après, on sait ce qu'on va avoir après. On va avoir des affrontements, des affrontements de stand. Mais moi, c'est à chaque fois vraiment le début des arcs JoJo. Je suis toujours hyper excité. Je suis hyper content de voir alors comment il va jouer avec son univers encore. Enfin, c'est vraiment un super démarrage. The Jojo Lands est donc le 13e ou 11e ex-aequo de notre top 13 de l'année 2024. Avec lui à ses côtés, Dragon Quest, The Adventure of Dai, The Hero Avan and the Dark Lord of Hellfire. Un groupe de métal. C'est donc la prélogie d'une œuvre culte. On y retrouve Avan dans sa backstory bien avant qu'il devienne le maître de Dai. C'est aux éditions Delcourt Tonkam. Il y a 2 tomes de dispo sur les 11 déjà sortis au Japon. Et c'est signé Yusaku Shibata et Riku Sanjo, l'auteur original, bien évidemment, de Dragon Quest. Bah merci à toi, Riku, de participer sur ce préquel. Pourquoi tu l'as aussi bien noté ? Pourquoi je l'ai aussi bien noté ? C'est parce que en fait à la base j'ai lu les Emblem of Roto, j'ai lu Dragon Quest, je suis tombé dans un truc énorme, un abîme, parce que moi j'adorais les jeux, et je me suis dit bon allez je vais tenter les mangas pour voir, mais je suis tombé sur des mangas très old school, basics. Ça n'empêche pas qu'ils sont bons, Emblem of Roto et le reste et la suite, mais c'est vrai que c'est du classique old school. C'est pas moche, c'est pas mauvais, mais en termes de scénario, je me dis bon bah moi j'ai lu beaucoup de mangas donc maintenant je connais le bien, le mal, tout ça. Alors que Adventure of Dai, c'est vraiment le spin-off que j'ai trouvé très moderne et même si ça oublie pas les bases de ce qu'a fait la popularité de Dragon Quest, l'aventure, l'amitié, l'amour, etc. Un bon Dragon Quest, et ben on arrive quand même à être ancré dans l'époque d'aujourd'hui avec un humour qui date d'aujourd'hui, qui peut faire rire ou pas, ça dépend. Mais même le dessin, je trouve qu'il est 10 fois plus moderne que les Emblem of Roto. Et j'avoue que moi, ça m'a percuté un peu plus que les autres Dragon Quest. Si vous en voulez un peu plus autour de Dragon Quest, ce spin-off, on a fait une émission dédiée il y a quelques mois. On vous laisse scroller un peu vers le haut de votre application pour la retrouver. Cagnard, pourquoi tu l'as aussi bien noté ce titre ? Oh bah tu sais, moi je lui avais mis 100 avant de le commencer à la base, donc... Quel mytho. Ce qui est faux. Il voulait pas le lire. Le mec déteste les spin-offs et les suites, quoi. Je me suis même dit que s'il devait résumer ce bouquin, ça serait le spin-off dont je ne voulais pas et qui m'a quand même conquis, tu vois. En lisant là les 2 premiers tomes, au final, déjà j'avais le seum de pas avoir le tome 3 déjà, et je me disais c'est exactement ce à quoi doit ressembler un spin-off. Tu vois, on voit plein de spin-offs dans le cinéma et compagnie, et là alors je suis désolé d'utiliser cette expression éculée, mais on est vraiment entre tradition et modernité. Bah tu vois, tu dois mettre une pièce dans la... Je sais, je vais mettre un billet parce que je vais le redire du coup. Et il y a vraiment un truc de le fait que Riku Sanjo soit là, c'est comme s'il avait une espèce de formule magique dans son scénario. Le pire, c'est qu'on le connaît, le scénario, on sait à peu près ce qui va se passer, mais tout est juste, tout est au bon endroit. Même son humour ne fait pas spécialement dater, et dans le dessin, comme dit Joe, il y a un côté rond comme à l'ancienne, et en même temps tu les prends au sérieux, les dessins aussi, et je suis vraiment dans un chouette petit voyage. Moi qui déteste les spin-offs, là j'ai vraiment été embarqué, et je me suis dit mais évidemment en fait que j'avais envie de connaître l'histoire d'Avan. C'est juste qu'à force de lire des spin-offs nuls, tu finis par croire que t'aimes pas ça, mais en fait quand c'est fait bien, et je pense que la petite différence c'est qu'ils ont eu le temps,
ils ont eu du temps pour développer ça, tu vois. À l'encontre de plein de spin-offs qui sont faits à la va-vite où les mecs doivent au final faire comme ils peuvent. Mais là, ils ont eu du temps, ça se voit. Ils ont réfléchi à toutes les petites connexions qu'ils peuvent faire avec Fly. Et ça marche parce que c'est pas trop appuyé, c'est léger. T'avances dans l'histoire. Quelque part, je connais par cœur ce qui va arriver et en même temps, je ne sais pas ce qui va se passer à la page d'après, tu vois. Ils ont réussi à avoir cette intelligence-là, de même avec, même si tu connais la colonne vertébrale du récit, eh ben, tu ne sais pas exactement ce qui va se passer et donc ça marche, quoi. Tu le lis vraiment bien et j'ai même eu des petites émotions et tout. Je suis là, putain, mais c'est vraiment bien, quoi. C'est bien foutu, c'est un super shonen. Bon, par contre, il va pas mourir, quoi. Oui, alors, ça, voilà. Cette première partie d'émission, c'est un peu gloire aux anciens. Oui, complètement. Entre Araki, là maintenant Riku Sanjo, et puis manga suivant, Masashi Kishimoto, avec Boruto Two Blue Vortex qui complète ce petit trio. Donc là, dans Two Blue Vortex, qui est la suite de Boruto, la vie de Boruto change radicalement, puisqu'il doit fuir le village aux côtés de Sasuke. C'est donc signé Mikio Ikemoto et Masashi Kishimoto. Le tome 1 est sorti, ils sont déjà au 3e au Japon. Et c'est aux éditions Kana. Cagnard, tu peux reprendre la parole. Maximilien, quelque chose a changé. Parce que moi, il faut savoir que j'ai lu Boruto cette année, justement. J'ai lu tous les tomes de Boruto et vous étiez témoin. Oui. J'ai chouiné, hein. J'ai chouiné fort. Non, j'étais même au-delà de. Ah oui, du non, chouinette, c'était la drama queen. Énervé, vraiment. Oui, alors voilà. Certains diront peut-être drama queen. Et à la fin de ma lecture de Boruto, je me suis dit, tiens, il y a un truc qui est en train de changer là. Dans les derniers tomes, j'avais plein de critiques à faire contre Boruto et dans les derniers tomes, vraiment, je me suis dit, ah putain, j'ai l'impression que ça y est, ils ont trouvé un truc, quelque chose qui fonctionne bien et qui rappelle Naruto, parce que moi je suis à la recherche de ça au final en lisant Boruto, et là je lis le premier tome de Two Blue Vortex et je me dis ouais non mais là il y a un truc qui a changé, là c'est plus le même manga. Si tu prends Boruto, si tu prends Two Blue Vortex, je trouve que c'est quasiment un cas d'école tellement les deux ne se ressemblent pas. Et la seule solution que j'ai trouvée à ça, c'est qu'ils ont viré le scénariste, en fait. Mais je crois que c'est ça, hein. Ils ont viré le scénariste. Ouais, c'est pas tout à fait. Pas exactement ça, pas exactement je pense ça, pas. mais... Moi, c'est le seul changement que je vois. Et franchement, je trouve que c'est super bien. Ça a changé la dynamique du manga. On dirait que, enfin, Boruto était très générique, vraiment générique comme shonen. Et là, d'un coup, j'ai trouvé une personnalité. Il y a une personnalité dans l'histoire, dans les attitudes, dans les personnages, dans l'arrivée des personnages. Mais c'est peut-être dans le fait que Boruto arrive à un certain âge. Oui, ça y est, il est grand. Non, je pense pas, parce que là, c'était vraiment des problèmes scénaristiques très bêtes qu'il y avait dans Boruto et qui montraient à quel point Kishimoto était fort. Justement, moi, c'est ça que ça a sublimé, la lecture de Boruto. Et là, Two Blue Vortex, alors peut-être que Kishimoto est revenu aussi, mais c'est pas vraiment ce que j'ai compris. Il est vraiment consultant, il relit le truc. Et j'ai l'impression que, du coup, Ikemoto, le dessinateur, bah en fait il a suivi Kishimoto pendant des années sur la série, il sait comment faire, et maintenant qu'il a l'air d'être au contrôle de la série, eh ben franchement moi je suis à fond et ça me fait plaisir de faire ce mea culpa, parce que ça commençait vraiment à me navrer, tu vois, que Boruto soit aussi mauvais, et là je me dis ah enfin c'est bien, j'ai envie de savoir la suite, je veux absolument connaître la suite. Julie, pourquoi Two Blue Vortex ? Alors, parce que déjà Naruto. Cette année, on a quand même eu les deux auteurs qui sont venus à Paris et on a eu le plaisir de les voir sur scène, faire des interviews, être en interaction avec un public qui les suit depuis très longtemps maintenant. Et moi, je suis comme Cagnard. Je pense que le début de Boruto était assez rude en fait, parce que il y avait plein de choses qui avaient changé par rapport à ce qu'on connaissait du travail de Kishimoto. Et enfin, en fait, avec Boruto, on se dit, Two Blue Vortex, pardon, on passe aux choses sérieuses. Il y a vraiment un rythme qui s'accélère, on sent que ça y est, le scénario commence à avoir une structure beaucoup plus marquée. Et là, il y a vraiment des pions qui sont à nouveau mis sur un échiquier narratif. Et ça y est, on sait qu'il y a des nouvelles combinaisons qui vont arriver, qui vont sans doute nous surprendre, ou en tout cas, on attend que ça, finalement, qu'elle soit intéressante, et petit à petit on voit les rouages se mettre à rouler enfin, s'enclencher dans le destin exactement habituel. Et du coup ce qui est très agréable aussi, c'est que je pense malgré tout que comme tu disais, Ikemoto il a été un des premiers assistants de Kishimoto, donc ça fait plus de 20 ans qu'il le suit, mais là enfin j'ai l'impression que son style est enfin fluide, enfin libéré, affirmé, et je pense que là il s'est dit ok, je suis aux commandes,
commande, c'est bon, on y va, quoi. Donc, c'est hyper agréable de sentir que tu as un auteur qui s'assume, en fait. Oh, carrément. On va maintenant passer aux choses sérieuses. On a fait 13, 11, 12, ou dans le sens que vous voulez, ils étaient à peu près au même niveau. Ces 3 titres, on va rentrer dans le top 10 de l'année 2024. Mais avant, je vous propose un autre top 10. Le top 10 des nouveautés originales les plus vendues de l'année 2024. Le 10e est un manga qui ne sera pas dans ce top. Il aurait pu, mais il n'y est pas. C'est Land, tome 1 de Land. Dead Rock 9e. La forêt magique de Oshigahara, manga qu'on n'attend absolument pas à ce niveau-là, qui est 8e meilleur lancement de l'année. Autre manga qu'on n'attendait pas, Hajime Teddy Riner à l'ascension d'une légende. Ouais, mais là, c'est presque une licence. Là. Tu dis que c'est une nouveauté, mais bon. Joe, licence ou pas licence, Hajime C'est une licence, parce qu'il le dit dans l'interview à la fin. Oui, il y a déjà eu plusieurs formats sur ma vie. J'ai estimé que. Donc, oui, c'est une licence. Bon, on le déplace alors. Licence humaine. Le Palais des Assassins, 6e. DRCL Midnight Children, 5e. She Wasn't a Guy, 4e. Yes, incroyable. Ça aussi, c'est une bonne surprise. Deux mangas Mangetsu en plus dans ce top 10 des meilleurs lancements. 3e Versus, 2e Gokurakugai et 1er Kindergarten Wars. Voilà pour le top 10 des lancements originaux de cette année 2024. Place au 10e de notre top. Maintenant, No Manga No Life. Ouais, No Manga No Life, donc un manga de Minetaro Mochizuki. Je vais pas essayer de me tromper parce que du coup, dans le résumé, ça parle d'un certain Mochitaro Minezuki, qui est un mangaka professionnel en perte de vitesse. Lui qui était auteur à succès dans sa jeunesse, il sent un peu aujourd'hui l'inspiration lui manquer, les projets capotés les uns après les autres. Donc il est un peu perdu, voilà, dans sa carrière, et lui vient alors l'idée de raconter ce qui lui arrive, c'est-à-dire l'angoisse de la page blanche, en se demandant bien qui ça va pouvoir intéresser. C'est un peu l'espèce de running gag qui revient tout au long du tome, où il se dit mais je raconte ça, mais qui ça va intéresser? Et bah nous, ça nous intéresse. Et alors c'est quand même marrant qu'il ait choisi de pas se nommer dans un manga autobiographique. Ouais, mais quoi. je pense que ça, là, c'est quand même, la ficelle est très grosse. Je pense que c'est quand même une espèce de manière de prendre du recul sur ce qui se passe, parce qu'en fait, c'est quand même un manga qui est très très marrant. Enfin, c'est principalement des scénettes humoristiques. En fait, c'est des histoires très courtes, des petites, de quelques pages, ouais. Des petits épisodes de vie de quelques pages. Franchement, on est presque plus proche du blog BD, tu vois. Mais Oui, bon, par contre, super bien dessiné, quoi. Là, pour le coup, c'est du Mochizuki vraiment à son top niveau. Ou alors moi ça m'a beaucoup fait penser aussi à un auteur de comics qui s'appelle Adrien Tomine, qui est pour le coup américain mais d'origine japonaise, et qui fait beaucoup, voilà, il est vraiment dans la frange du comics, alors à la fois du récit un peu tranche de vie ou des choses qui vont être pas du tout super-héros et tout ça, mais il y a aussi toute une part de sa carrière qui est très autobiographique. Il y a notamment un super bouquin qui s'appelle La solitude du marathonien de la bande dessinée, que je conseille à tout le monde. Enfin, j'en profite pour conseiller du comics aussi, et du coup ouais, je trouve que c'est très dans cet esprit. Alors moi je pense que ce qui m'a plu, c'est aussi le côté très original de l'objet qu'on est en train de dire. Même c'est un manga qui est avec une couverture cartonnée, qui ferait presque plus penser à du pas manga que du manga, mais du coup ça m'a vraiment agréablement surpris d'avoir affaire à un mangaka qui fait preuve d'une telle sincérité dans ce qu'il raconte, dans ce qu'il traverse. Moi c'est vraiment un truc que voilà, j'ai rarement lu en manga, et de voir un auteur de manga se livrer autant. Ce que j'allais dire, c'est ça, il se livre, il parle de sa famille, de ses enfants. Oui, enfin de son enfant. Ouais. En fait, moi j'avais envie de te dire que c'était un peu la version upgrade de tous ces petits griffonnés qu'on a en fin de tome. Les petits bonus. Les petits bonus, les espaces vides qu'il faut remplir pour pas gâcher de l'espace dans les livres qui vont être imprimés. Et d'habitude, tu sens que c'est fait à la va-vite. Les auteurs, les autrices, ils n'ont pas le temps, mais il faut qu'ils racontent en 2-3 coups de crayon des trucs marrants qui leur arrivent alors qu'ils sont quand même cloués sur leur chaise à longueur de temps. Et là, c'est beaucoup plus finalement libre. Enfin, c'est vraiment carte blanche, quoi. Vas-y, raconte-nous des choses de ta vie. C'est vraiment... Enfin, moi, j'ai éclaté de rire à certains moments du récit, parce que c'est absurde. Enfin, on est toujours sur cette limite, sur ce fil très, très ténu de est-ce qu'on est dans le drame, est-ce qu'on est dans la comédie, est-ce qu'on est dans l'absurde, parce que des fois il déroule des choses qui lui sont vraiment arrivées, mais de façon
complètement burlesque, quoi. Ouais, Enfin, donc, et du coup, effectivement, le fait qu'il utilise cette espèce d'alias crée un peu ce trouble aussi de se dire bon, il y a des trucs, c'est sûr que ça lui est arrivé fake, à lui, et il y a des trucs, tu dis non, mais là, il pousse impossible. le truc, tu vois, et du coup, ça lui offre cette liberté-là aussi. Ouais, puis, ou à des collègues, ou des choses des histoires qu'on a déjà racontées dans le milieu. Et encore une fois, moi, je trouve qu'avoir un mangaka qui se livre autant, c'est très rare. Et puis, je trouve qu'il reste quand même, malgré tout, la rigueur du Mochizuki, quoi. C'est-à-dire que le dessin, il est impeccable, c'est vraiment l'ancrage, tout est super léché, enfin, c'est très très beau en plus. Et c'est vraiment du beau au service de l'anecdotique, entre guillemets. Et il y a un truc très agréable. Très arty en même temps. Oui, évidemment. C'est pour ça que je citais le comics indé. On est vraiment dans cette espèce d'école effectivement, ça va pas parler au très grand public, ça va parler à des gens peut-être un peu érudits d'un certain médium et qui s'intéressent vraiment aux états d'âme des auteurs et tout. Tu vois, là, il y a un truc là-dedans aussi. Mais en plus de la part d'un Mochizuki où on a vu aussi sa carrière évoluer, c'est hyper intéressant d'avoir affaire à ce qui aussi traverse l'esprit de quelqu'un qui a eu une carrière comme ça, quoi. No Manga, No Life aux éditions Le Lézard Noir. Un seul tome, qui est déjà disponible. Voilà. Pour l'instant, je crois qu'il y aura des suites. Bon, a priori, de toute façon, c'est. Il y a tome 1, c'est écrit sur la. C'est plus ou moins sans fin, ce genre de truc. Oui, voilà. C'est quand il a besoin. Mais en tout cas, il y a écrit tome 1, donc potentiellement une suite qui arrivera un jour. 9e de notre top, on en parlait dans les meilleurs lancements il y a quelques instants, DRCL Midnight Children de Shinichi Sakamoto, l'auteur d'Ascension ou d'Innocent, qui revisite à sa façon le Dracula de Bram Stoker. Déjà 3 tomes, bientôt 4 là dans quelques jours, disponible en France aux éditions Kiun. Julie, pourquoi l'avoir aussi élevé? Qu'est-ce que tu as aimé dans ta lecture? Écoute, déjà nous on l'a vu venir. C'est-à-dire que l'auteur était venu il y a 1 an exactement à Angoulême pour présenter ce titre, pour évidemment parler de son œuvre, mais c'était quand même très axé sur ce nouveau titre. Et moi j'ai envie de te dire, Dracula c'est la hype, hein. Aller au cinéma en ce moment, il y a Nosferatu, tout ça. Je pense que la figure du vampire revient, est remodernisée, réadaptée. Enfin, c'est vraiment une matière hyper organique, quoi. On voit que les auteurs s'en emparent très facilement, peuvent la modeler au gré de leurs envies. Et là, moi j'ai trouvé que le résultat est génial au sens où tu as cette espèce d'ambiance. En fait, c'est un manga d'ambiance. C'est le gothique, mais quelque chose d'enveloppant, quelque chose qui est très vraiment dans les atmosphères, dans les décors, et je trouve qu'il y a vraiment au niveau graphique, c'est époustouflant. Enfin, t'en prends vraiment plein les mirettes. c'est magnifique. Et puis ça me fait penser que lors de sa conférence de presse, il disait que lui, il faisait des trucs il demandait à ses assistants de faire des trucs très très détaillés, très très nets, et pour ensuite mettre du flou par-dessus, tu vois, et tu fais c'est quand même un certain niveau de recherche artistique qui est poussée. Et en fait, je trouve que c'est vraiment, vraiment impeccable. Et il y a encore une fois ce décalage entre une esthétique extrêmement léchée, extrêmement éthérée, mais une espèce d'énergie pop, parce que franchement, DRCL, c'est une espèce de musical vampiresque où t'as quand même, moi je suis désolée, je ne vois que Michael Jackson au milieu de tous ces froufrous, dentelles gothiques, et très très souvent aspergés de sang. Enfin, il y a une espèce le gore est hautement revendiqué et il est super jouissif en fait. Cagnard, l'ambiance Michael Jackson vampirique. Mine de rien, j'y avais pas pensé, mais elle a vraiment pas tort pour le coup. Merci. Elle a raison. C'est vrai que le vampire revient un petit peu à la mode. C'est toujours cyclique, hein, la mode du vampire. Et là, je pense que ça revient un petit peu à la mode. D'ailleurs, moi, je conseille aux auditeurs la série TV What We Do in the Shadows. C'est à mourir de rire, avec des vampires. Et c'est vraiment un petit objet curieux ce Dracula, parce que en même temps, j'aimerais utiliser la phrase facile il a revisité le mythe moderne du Dracula. Mais non, ça a rien à voir. C'est tout et n'importe quoi ce manga. C'est autant gothique que gore, c'est autant foutraque que comédie musicale. Il y a autant des expériences littéralement graphiques qu'il va tenter dans le manga. Il y a du méta à certains moments. Je ne sais pas comment il arrive à tout caler dans ce manga. Il y a une forte représentation de la folie et de l'abandon. Et tu vois qu'il se prend vraiment la tête. Alors déjà, évidemment, les dessins sont magnifiques, hein, la question se pose même pas. Mais là, on est même en termes de découpage. Tu sens qu'il y a des fois, il a limite
envie de sortir de son cadre manga, et il invoque le cinéma littéralement et pas oui c'est un découpage cinématographique, tu vois. Non, c'est pas ça du tout. Et puis t'as des jump cuts quoi. Ouais, il y a littéralement des jump cuts, il y a des passages qui sont quasi en pellicule et tout. Ça invoque beaucoup Nosferatu, le film original d'ailleurs, et il mélange tout ça et ça fait un boogie-boulga de tout. Vampire. Et vraiment la lecture n'est pas saine, littéralement elle n'est pas saine, et bah moi j'adore ça quoi, ça m'embarque, c'est inquiétant parce que il y a des fois des moments où je le lis et en avançant je me disais mais alors c'est malsain, ouais ok j'ai l'habitude, mais là c'est malsain au point que je me demande genre mais je devrais lire ça parce que ça c'est une très belle représentation de la folie, on va dire. Bah déjà dans Innocente on avait oui, évidemment une bonne couche hein. Mais là j'ai l'impression qu'il a, enfin tu vois il y a des dragons, je sais pas, si on vous listait tout ce qu'il y avait dans le manga, vous nous diriez non vous avez lu 3 mangas différents, tu vois. Et bah voilà, c'est un petit objet curieux de lecture. Je suis archi fan, la fable du bouquin en plus est très belle. C'est vrai qu'on est subjectif, c'est pas censé rentrer là-dedans, mais en plaisir de lecture en tout cas, je me suis vraiment fait embarquer dans un tourbillon de folie quoi, vraiment. DRCL Midnight Children aux éditions Kiun. Plaçons maintenant au top 10 des tomes 1, les tomes 1 les plus vendus de cette année 2024 en France. 10e, il est toujours là dans un petit coin avec son petit prix à 3 balles. Assassination Classroom. Ouais, parle-en chaque mieux année quand même. quoi. Chaque année il est là, côté du radiateur. Avec sa 8-6, il attend. Il est dans un coin. Il entre dans le classement des meilleures ventes de tome 1. C'est les carnets de l'apothicaire. Ça y est, c'est installé. Ouais. Blue Lock 8ème. Grâce à la 5ème de coup. Probablement, il y a des chances. 8ème Blue Lock, 7ème My Hero, ensuite vous connaissez un 6ème Berserk, 5ème Demon Slayer, 4ème Jujutsu Kaisen, 3ème Spy Family, 2ème Naruto, je sais pas si ça vous dit un truc, et premier One Piece bien évidemment. Mais c'est beau. C'est Spy X Family. Tu te trompes à chaque fois. Alors, en fait, j'étais pas repris au tout. Mais de quoi il parle depuis tout à l'heure? Je te remets. Non mais c'est beau parce qu'il y a une espèce de panachage de toutes les grosses maisons d'édition, on va dire, dans ce top-là. Ouais, en fait, ils se sont partagés les meilleurs titres en même temps. Des générations de shonen principalement, évidemment, mais à part Berserk. Les carnets de l'apothicaire et Seinen. Mais ouais, c'est sympa. Et ce pauvre vieux Assassination Classroom là, avec ses 3 € là, tu fais pitié. Relève-toi. Franchement, il est toujours. Ça fait des années qu'on fait ça. Chaque fois, il est dans le top 10 quoi. C'est bien. Mais c'est une bonne série en même temps. C'est une excellente série. Exactement. Mais du coup, lisez Elusive Samouraï. Surtout. Oui, bien sûr. À enchaîner sur un truc. Ah, celui-là est plus noble. Hein. Il est pas à 3 €. Ah non. Lui, il a 8 €. Lui. On a fait une émission sur Assassination Classroom aussi. Tout à fait. Et tu as bien raison, Johnny. 8ème. On a presque fait une émission sur ce titre au moment de Noël, puisque c'est le nouveau manga de Tetsuya Tsutsui, Knitting Life. On est en pleine pandémie et confinement dans ce manga. Kentaro Komori vit sa meilleure vie. Il peut ne plus jamais sortir de chez lui. Il a même un plan pour faire ça, un plan au yen près, et des techniques pour avoir le moins de tâches possible. Donc lire, mater des films, écouter de la musique, voilà ce qu'il veut et ce qu'il va faire. Sauf qu'il y a un grain de sable, cet inconnu devant chez lui. Qui est-il? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il fait là? Tetsuya Tsutsui a signé ce manga en 2 tomes. Ça y est, le tome 2 vient tout juste de sortir si vous écoutez cette émission à la sortie. Et c'est aux éditions Kiun. Alors du coup, c'est la nouvelle mouture de Tsutsui pour moi qui rentre dans un nouvel arc de sa vie. Bonne chance à lui. Et je me suis vraiment fait cueillir avec... Cagnard fait référence à notre émission consacrée à Tetsuya Tsutsui. À Noël. Si vous ne l'avez pas écouté, parce qu'on l'a sorti au moment de Noël, jetez-vous dessus. Ah oui, elle est excellente. En toute modestie. Moi, je l'ai noté sur 100 cette émission, je lui ai mis 97. C'est le seul 100 que j'ai vu d'ailleurs. Je me suis fait cueillir avec son faux rythme, tu vois, dans le tome 1 où t'es vraiment mais en fait la vie elle est un petit peu belle et tout, quand t'es un nid, que tu restes chez toi, c'est trop bien. J'ai fini par oublier que la spécialité de Tsutsui c'était le thriller, ça revient très vite. Et là, tu vois, je me suis relu le tome 1 avant l'émission. Et il y avait un truc que j'avais pas repéré, c'était à quel point il avait adopté le style du journal intime dans ce manga. Et au bout d'un moment, j'ai vraiment eu l'impression de voir le journal de bord d'un otaku, tu vois, en opération, qui dit je mange comme ça, je fais comme ça. Et j'y vois même un petit côté Robinson Crusoe, tu vois, qui est tout seul sur son île, tu vois, qui est isolé. Alors j'ai lu le tome 2. Effectivement, c'est très surprenant. C'est vraiment un des titres que j'ai préféré cette année parce que j'avoue qu'entre le tome 1 et le tome 2, ce n'est pas la même histoire. C'est tout simplement
simplement pas la même histoire. Et donc au moins pour cette originalité, faut se jeter dessus, je pense. C'est une des très belles redécouvertes de cette année pour moi. Robin ? Ouais, alors moi je suis pas un aussi gros spécialiste de Tsutsui que vous. J'avais d'ailleurs pas participé à l'émission parce que voilà, je suis loin d'avoir lu toute l'œuvre de cet auteur. T'es plutôt quel arc de Tsutsui? Bah moi j'avais surtout lu Noise que j'avais bien aimé aussi, mais sinon c'est vrai que le reste de son œuvre je me maîtrise moins que vous, et du coup votre émission m'a donné envie de découvrir plein de trucs. Donc là Knitting Live je l'ai un peu lancé comme un seinen, voilà, tu vois, qui pourrait même venir d'un auteur que je connais pas, si ce n'est de réputation. Et vraiment pareil, j'ai été cueilli comme toi. Je trouve que c'est une vraie leçon de rythme. En tout cas, ce tome 1, c'est une leçon de rythme et de mise en scène, parce que le mec arrive à nous tenir en haleine alors qu'il nous fait quand même un huis clos sur l'histoire d'un gars qui a appris l'art de rien faire, quoi. C'est-à-dire que vraiment globalement le concept de ce tome 1, c'est t'expliquer comment ne rien faire le mieux possible, quoi. Et il arrive à te tenir là-dedans, et je trouve que, alors moi je sais pas la recette qu'il a, mais en tout cas moi il y a un truc qui m'a frappé, c'est que, et ça peut sembler un peu paradoxal, parce qu'en gros, moi, ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il y a une espèce de description méticuleuse de tout ce qui se passe, c'est-à-dire comment le mec a organisé sa vie, voilà, comme disait Max dans le résumé, imaginer son plan au yen près, avec il a installé des mécanismes pour que les colis arrivent chez lui et tout, machin. Enfin, il y a toute une espèce de description qui peut paraître justement complètement froide, tu vois, et très technique, quoi, de ce qui se passe, mais en fait, je trouve que ça traduit un sincère intérêt de l'auteur à ce que son personnage, il nous plonge vraiment dans l'intimité de son personnage et dans sa façon de penser, qui peut paraître un peu dérangée. C'est quand même très bizarre comme choix de vie, c'est clairement un choix de vie marginal, il ment pas là-dessus, tu vois, et le personnage il le dépeint complètement comme un personnage marginal, mais il s'intéresse à ce qu'il fait, et il s'intéresse aussi par exemple au fait que le personnage ne comprenne pas très bien ce que sa voisine, donc il a une voisine qui arrive et il se rend compte que déjà elle fait du bruit, ce qui le fait chier, et qu'elle est streameuse, et du coup il se dit bon voilà, enfin tu sais, genre, et tu pourrais te dire pareil, tomber dans le truc de ouais ok, l'auteur c'est un boomer qui va parler des streamers qui servent à rien, machin, et en fait non, tout ça est aussi à travers le personnage, tu vois, décrit avec les enjeux que ça représente, pourquoi elle fait ça, qu'est-ce qui l'intéresse là-dedans et tout ça fait que du coup tu t'attaches au personnage, parce qu'en fait tu t'es vraiment plongé avec moult détails dans leur choix de vie, quoi. Et donc forcément mathématiquement tu vas t'attacher aussi à ce qui va leur arriver, évidemment, comme tu disais, Cagnard, c'est un thriller, donc forcément il va lui arriver des trucs, et du coup le fait qu'on ait vraiment découvert ce personnage en toute intimité, ouais, on est très très intrigué de ce qui va lui arriver, quoi. Thriller en 2 tomes, Knitting Life de Tetsuya Tsutsui en 2 tomes, donc aux éditions Kiun. Numéro 7 de notre top. Je pense que certains auditeurs attendaient ce titre dans notre top 10 cette année. Il s'agit de The Bugle Call. J'ai envie de dire que c'est les X-Men version Dark Fantasy. Là, ceux qui ont des pouvoirs s'appellent des branchus, et ils semblent à peu près tous sortir d'un hôpital psychiatrique par le héros, Lucas. C'est d'ailleurs à travers ses yeux qu'on va découvrir tout ce monde qui est sans foi ni loi, dans lequel lui, tout ce qu'il veut, c'est être musicien. Ça tombe bien, le professeur Xavier de ce manga a une tête de flutio. Du coup, comme il veut devenir musicien, peut-être il y a une certaine logique dans ce titre de Higoro Tomori et Mozuku Sora. Déjà 4 tomes disponibles, c'est sorti assez vite en France. Édition Kiun également pour ce manga. Il y a déjà 9 tomes au Japon, c'est toujours en cours. Johnny, c'est à toi. Pour moi, c'est le vrai banger de cette année 2024. C'est incroyable qu'il soit si bas. J'aurais dû mettre 150. Mais en plus, en vrai, je l'ai mal noté parce que justement, j'ai lu que le tome 1. Et là, j'ai lu les 4. Mais c'est vraiment. Il aurait dû être tome 1 largement au-dessus. Top 1. C'est vraiment. Oui, tome 1. J'ai quoi oui, tome 1. J'ai dit top 1. En tout cas, je sais pas, c'est une sorte de seinen neketsu très intelligent. Et après, c'est con parce que je me suis rendu compte qu'il était publié dans le Jump Square. Donc, c'est un shonen. C'est juste Kiun qui l'a mis en seinen, et du coup, mais en vrai il est incroyable ce titre. Autant le tome 1, ouais, ça allait, c'est un peu original, par contre on lit les 4 premiers et pour moi ça te déchire. Mais moi je suis vraiment conquis par le concept qui est un concept moderne urbain de super pouvoirs et de super team où chacun a des pouvoirs de psychopathe, mais dans un monde médiéval fantastique, dans un univers de dark fantasy. Et rien que ce high concept, si on peut appeler ça comme ça, qui est pas très complexe, mais ça marche. Tonnerre. Mais même les pouvoirs sont assez originaux. Moi, à force de lire des neketsu ou des shonen, tu vois des pouvoirs qui ressortent, le feu, la glace, patati, l'air. Et là, il y a vraiment des pouvoirs, tu te dis,
Le mec, il s'est torturé l'esprit, rien que pour l'histoire de la meuf qui se emprunte sa force dans le futur. Je fais, waouh, mais attends, il a fait déjà les calculs qu'il fait. Je fais, en 15 minutes, s'il emprunte 90 trucs, elle aura perdu 17 ans. Donc, je fais, ah ouais, non, t'as calculé. Bref, moi, je suis vraiment à fond quand Lucas doit trouver la stratégie militaire aussi pour remporter chaque bataille. On n'est pas juste dans un manga, au final, avec des persos qui ont des pouvoirs et qui doivent s'affronter et gagner. On est un peu dans un jeu de stratégie en temps réel. Genre un RTS à la Edge of Mythology. C'est parce vraiment, que je le vois comme ça. Le pouvoir de Lucas, c'est la stratégie en fait. Ah oui, et puis surtout, on te met, c'est vraiment ouais, c'était quoi? C'était Astra. Ad Astra? Non, je sais plus, c'était Astra, Hannibal avec Sheki-Hun. Ah oui, bien sûr, ouais. Et ben là, c'est la stratégie militaire qui est un peu plan-plan. Alors là, tu mets Bugle Call, je fais waouh, mais c'est un truc de fou. Et tu vois toutes les batailles militaires, tu vois toutes les stratégies qui se passent. Et moi, je trouve ça. La première grande bataille qui est dans le tome 2. Je sais pas si tu vois, tu vois de laquelle je parle. Même le tome 4 mais quand tu sais qu'il y a un ennemi qui se cache parmi les lambda qui est déguisé en mais que c'est lui, donc ils doivent absolument il faut le trouver. Après il y a un pouvoir qui fait que tu peux voir très très loin ou alors très près derrière. Les pouvoirs sont incroyables. Et puis il y a les systèmes des tours. Alors ça pour moi c'est un peu le système fourre-tout où le mec il s'est dit tiens, au cas où, je vais me faire une porte de sortie pour faire n'importe quoi. Et en gros, le système de tour, c'est. C'est l'objectif du manga aussi. Non, mais chaque jour, on peut trouver n'importe quoi dans la tour, des technologies. Alors, ils disent futuristes, mais pour l'instant, on n'a pas vu de canon laser. Mais en vrai, c'est un peu comme ça qu'on le ressent. Et genre, ils disent un jour, on trouve des règles. Et là, ils ont trouvé le règle de, genre du pouilleux. Ils jouent au pouilleux à la fin d'un tome. Et le mec, à la fin, il fait Uno. Et je fais mais attends, mais rien à voir, ça n'a rien à voir. Mais c'est peut-être une traduction française. Oui, alors ils ont fait exprès, mais en fait ça te donne l'idée que dans cette tour tu peux tout avoir, aussi bien des partitions de musique que des technologies. D'ailleurs il explique que ça vient un peu de là, les branchuis et leurs pouvoirs qui sont reliés au tour. Mais t'as l'impression qu'avec ça il va pouvoir faire quelque chose d'espace-temps, de temporel, enfin il peut partir n'importe où. Et il y a une tension aussi permanente, je trouve, dans ce manga, en dehors des batailles, mais en dehors des moments de bataille justement, parce qu'en fait les personnages tous devraient être enfermés dans un asile de psychopathes. Oui, il le dit dans le tome 1 dès le départ. Et on sait absolument pas de quoi ils sont capables ou jusqu'où ils peuvent aller, même entre eux. Ouais. Et du coup, t'as jamais de moments vraiment très calmes. Les moments de pause où ils voyagent d'un champ de bataille à un autre, même là, tu sais qu'il peut se passer tout et n'importe quoi. Ils se connaissent pas, et puis quand ils se connaissent, c'est peut-être pas une bonne idée. En fait. C'est ça. Ouais. Et en revanche, je trouve que quand tu vois la couve du tome 1, jamais tu te dis que ça va être ça, ce manga. En fait, j'avais écouté votre émission où vous le présentiez, et franchement, j'en ai rien à foutre. Parce que je veux dire, ça fait plaisir. Tu l'as pas bien noté sur cette émission. Un mec qui fait du Cléon, franchement, ça a l'air naze. J'avais même pas entendu qu'il y avait des pouvoirs ou quoi que ce soit. Et je me suis dit, bon, vas-y, je vais le lire quand même. C'est juste que les pouvoirs des autres, tu les as qu'au tome 2. Ah oui, non, mais c'était. Ouais, on avait que le tome 1. Moi, je trouve que c'est fou. Le Bugle Call, The vrai banger. Alors, The vrai banger, The Bugle Call, donc aux éditions Ki-Hoon, déjà 4 tomes disponibles. En France, 6ème de Stop, un manga nommé Yan de Chang Sheng, une autre vision du super-héroïsme ici avec cette œuvre taïwanaise. L'héroïne Yan s'est fait accuser du meurtre de sa famille et elle était enfermée dans un centre de recherche ultra sécurisé, sauf que elle en est sortie bien énervée et avec des capacités hors du commun, donc quête de vengeance qui l'entraîne dans une spirale infernale avec une gamine championne du monde de Go qui est dotée de préscience et un vieux flic à la retraite qui est face à une IA et à plein d'autres choses d'SF ultra urbaine. C'est terminé en 3 tomes et c'est aux éditions Glénat. C'est toujours le titre le plus surprenant de la sélection pour moi, hein. Et c'est aussi le titre le plus dur à défendre, je trouve, au final, parce que le pitch est incompréhensible. Et toi en plus, arrête, il était bien mon pitch. Non, vraiment. T'as spoilé tout. Je me suis endormi 2 fois. Non, mais en fait, quand t'essayes de le pitcher, ça n'a aucun sens. Et en même temps, en tant que lecteur, t'as pas envie de trop en donner aux gens qui l'ont pas lu, parce que t'as envie qu'ils découvrent d'eux-mêmes. Sauf qu'il faut quand même aller aux dernières pages du tome 1, tu vois. Ouais. Moi je trouve que dès les premières pages, mine de rien, ça part très vite en couille quand même. Ouais, mais tu sais pas, au début tu sais pas, c'est juste une vengeance. Et justement, c'est ça qui, au final, après la lecture des 3 tomes, je me suis dit que le tour de force sur ce manga, c'est vraiment que l'auteur il a réussi à nous donner l'impression
d'aller vraiment dans tous les sens. Et au final, plus on avance, et plus il boucle ses trucs, et plus il justifie ses trucs. Et je crois que c'est peut-être le premier titre what the fuck que je connais, mais qui en fait ne l'était pas du tout. C'est juste qu'il a décidé de nous le raconter de cette manière, ce qui fait que ça nous donne un truc foutraque qui va dans tous les sens. Et quand il commence à te donner les clés en te disant bah ça vient de là, ça vient de là, ça vient de là, t'es là ouais ok, c'est un bon récit. Mais en fait dans la narration il l'a tellement éclaté que ça donne vraiment une lecture à part, je trouve, mais une lecture qui est assez exigeante. Faut être d'accord pour qu'on te prenne pas la main et juste que tu cours derrière l'auteur, quoi. Ouais, pour moi c'est le vrai banger de cette c'est Yann. Mais non, mais moi j'ai vraiment été surpris du début à la fin. C'est vraiment une bonne bouffée d'air frais. En vrai on s'attend à rien, quoi. Moi même à la fin du tome 1 je fais mais attends, mais j'ai lu rappelle-toi qu'est-ce qui s'est passé. Pourtant j'ai tout lu d'un coup, hein. Mais j'avoue je fais mais t'as l'impression d'avoir lu 5 histoires différentes mais dans le en fait ça s'arrête jamais, c'est vraiment 100% action, 100% des paysans. Mais il y a des moments où après c'est bien parce que c'est rapide à lire, ouais. Même s'il y a 330 pages à peu près par tome, en fait les phases d'action sont tellement bien découpées, tu te dis je regarde un film, je regarde un film et j'ai pas d'effort pour décrypter les scènes de combat, pour décrypter tiens elle lui a foutu un pain dans la gueule, tiens il y a un canon laser qui est parti, enfin honnêtement c'est fluide de ouf. Et il prend son temps dans les pages vraiment pour dessiner les scènes d'action. C'est trop beau. Et donc c'est déjà terminé. Glénat a sorti les 3 tomes dans l'année Yann de Shang qui sera présent au Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. D'ailleurs nous aussi on y sera. On vous en parle dimanche. On vous dit tout dimanche sur notre venue. Juste notre venue, c'est tout. Notre venue sur Terre, voilà, on est un peu large pour le moment. Exactement. Cinquième de ce top 13 des meilleurs mangas de 2024. C'est un manga créé par un auteur français. On reste dans l'idée quand même pas très loin de Taïwan avec l'histoire du manga qui s'appelle Run to Heaven. On est en 2036. Un conflit armé oppose les îles du nord et du sud d'Arekero. Et c'est là que vit Fée, une ado un peu marginale, fan de vintage, dans un monde dystopique futuriste, mais avec un quotidien qui nous semble presque normal, jusqu'à ce que l'horreur de la guerre gagne les pages du manga. C'est signé par un auteur appelé Tohan. C'est le tome 1 qui est disponible sur 5 de la série. Prévu. La série est censée faire 5 tomes exactement. Et le tome 2 arrive l'année prochaine. C'est aux éditions Ankama. Pour moi, c'est vraiment le vrai banger de cette série. Non, mais en vrai, blague mise à part, c'est vraiment la grande découverte de l'année qui mérite pour moi amplement le titre de meilleure créa française 2024 que je décerne moi-même parce qu'on l'a pas fait, on met pas de top. C'est un titre et moi, pour moi, individuel. c'est vraiment le premier, il serait vraiment dans mon top. C'est le graphisme, le scénario, l'action. Franchement, on en prend plein les mirettes. C'est pareil, c'est un peu pareil que Yann. Ça s'arrête pas. Honnêtement, ça continue. Puis c'est vraiment crescendo. Au début, on est petite vie tranquille, puis là, tout d'un coup, ça part en couille, puis ça part encore plus en couille, puis ça finit. Tu te dis, mais ils vont tous mourir. En fait, qu'est-ce qu'on fait ? Tu sais, c'est comme Yann et Bugle Call dont on parle juste avant, c'est-à-dire que la couverture, jamais elle te vend ce que tu vas lire. En plus, la couverture de Run to Heaven, je pense que c'est encore pire que les deux autres, parce que là, tu fais jamais tu te dis que tu vas avoir droit à cette histoire-là. Puis surtout, le début de l'histoire. C'est vraiment, tu te dis tiens, ça va être un manga sportif, qu'est-ce que c'est ? Tiens, veut courir, bon bah vas-y, cours sans tes chaussures et puis gagne. Et finalement t'es là, cours, en vrai cours. C'est un peu ça. Mais moi non, pour mon coup, alors, Max l'avait déjà dit, on était passé à côté et quelqu'un nous en avait parlé, donc on l'a lu, et clairement c'est la grande surprise que je vais conseiller à tout le monde, parce que ce truc là personne l'attendait, et moi quand tu le lis, moi je trouve que c'était fou, quoi. Ouais, puis on joue sur les décalages à beaucoup de niveaux dans cette histoire. Il y a les décalages entre donc la couve, la fin du tome 1, ça c'est déjà une chose, entre les rêves de l'héroïne et la réalité de la guerre, le quotidien de tous les habitants de cette île et ce à quoi ils doivent faire face à la fin du... c'est même les jeux mondiaux au milieu de tout ça, ça a du sens, et en même temps tu te demandes vraiment où il va aller. Je suis très très curieux de voir le tome 2. En fait c'est ça, c'est que le tome 1 est tellement bien, tu te dis mais les 4 tomes d'après, il peut pas me raconter un truc plus fou, parce que là au final là maintenant on peut arriver à imaginer ce qui va se passer, et tu te dis s'il arrive à sublimer ça, là ça sera vraiment une bonne série. Pour l'instant, pour moi le tome 1 est incroyable. Après, c'est qu'est-ce qui va se passer, quoi.
Ben, c'est la grande question, en plus mélange de vintage, de technologie, tu sais, il a mis plein de choses. C'est intelligent comment il a mis aussi le côté vintage dedans, mais du coup, je me demande vraiment comment il va l'utiliser dans le tome 2. C'est très très généreux et a priori c'est totalement involontaire de la part de l'auteur, mais j'en avais déjà parlé dans l'émission qu'on avait fait sur le top de nos créas françaises de l'année, mais par moments ça m'a fait penser à Gunm et rien que mais sans le singer. Et c'est totalement involontaire de sa part, puisque c'est un auditeur qui l'a rencontré. Et quand j'ai dit ça dans l'émission, il a répété. Non, il l'a pas répété. Il a dit. La Il a dit mais moi aussi je me suis posé la même question et donc je l'ai rencontré en dédicace et je lui ai posé cette question et il lui a répondu que non, pas du tout. Ok, bon. Voilà. Non. D'ailleurs, je déteste Gun. Non, mais on déteste Run to Heaven du coup. Run to Heaven, donc édition Ankama, et c'est signé Tohan, 4ème de notre top. Encore une créa. Qu'est-ce qui se passe? Il y a du level. Il y a du level. Ben ouais. Il y a du level. Parce que moi, je vous spoil, il y en aura un dans mes chouchous. Il s'agit de Free Quest. C'est l'histoire de Tena, une jeune fille qui est pleine d'énergie, qui vit sur une petite île dans un monde fantastique, monde à l'accent médiéval, et par la force des choses, elle doit partir à l'aventure accompagnée du jeune Free, un garçon étrange, muet, bizarre, secret, avec des yeux de merlan Free, d'où son nom. Et c'est signé Renaud Lemaire et Néo qu'on a reçu dans cette émission. Ça fait un tome sur on sait pas, et c'est aux éditions Pika. Le véritable banger création française de cette parce qu'on va parler génération. tous les deux, toi, tu me Si casses. jamais vous avez entendu parler d'un autre banger de créa française, c'est faux. C'est celui-là, le vrai banger. Donc voilà, moi j'avais déjà dit à quel point j'avais adoré Free Quest. C'est vraiment un shonen qui t'embarque et tu sais, ça t'embarque en courant et ça va aller vite aussi. Il va vraiment falloir s'accrocher. Et je suis tombé amoureux du découpage qui est archi dynamique. Et au final, la seule déception que j'ai, c'est qu'entre la première fois que j'en ai parlé et maintenant, il y a toujours le même nombre de tomes en fait. Et j'ai vraiment envie de lire la suite. Et tu vois, ce que j'ai vraiment remarqué dans ce manga, c'est que on voit vraiment Renaud qui devient encore meilleur, vraiment, que ça soit en termes de découpage, mais aussi même d'histoire, de construction d'histoire. Du coup maintenant je suis obligé de me demander, vous voudrez pas lancer une 3ème série juste pour voir si il serait encore meilleur peut-être, parce que là je trouve que c'est vraiment de haute volée quoi pour un shonen Neketsu. Sachant que cette série là ils ont déjà pas décidé du nombre de tomes, mais décidé que ça ne dépasserait pas X volumes, je sais plus combien ils nous avaient dit, moins de 10 en tout cas. C'était 10, quelque chose comme dans. Mais de toute façon, j'ai encore sa voix là dans mes oreilles qui est là, vous êtes pas prêts pour le tome 2. Bah oui, on n'est pas prêts. Ça va saigner. C'est toi qui est pas prêt a priori. Les gens vont mourir. Bon bref, j'attends la suite avec grande impatience quoi. Là moi du coup je suis un peu moins surpris d'avoir aimé parce que Renaud aux commandes, c'était sûr que ça allait péter. Le truc qui m'a un peu surpris, c'est le dessin qui est très moderne et qui peut être clivant au final, parce que ça claque très bien avec le scénar, mais c'est vrai que c'est soit on aime soit on n'aime pas. Moi au début j'étais pas fanat, puis finalement au bout de 5 pages en fait tu le vois plus, tu dis que ça colle parfaitement à l'histoire. Ah ouais, moi, le dessin il m'a pas surpris. Non, alors c'est ça. pas qu'il m'a surpris, c'est qu'il était différent il est de tout ce qu'on lit habituellement, je pense. Il est un peu rond quand même. Et c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un dessin différent, mais qui est très bien. C'est le trait de Néo, moi, quand je le final. lis, je fais waouh, incroyable. Mais non, mais après, c'est franchement, Kanya a tout dit, c'est du Renaud, Free Quest, on a fait une émission dessus, il n'y a rien à dire. Il mérite son banger. Son banger création française. Voilà, on est d'accord. Non, mais entre Run to Heaven et Free Quest du coup. Moi je prends Run to Heaven parce que c'est le vrai banger. Moi je prends Free Quest parce que l'argument de Joe, j'y avais jamais pensé, mais Run to Heaven, bonne chance pour faire mieux que le tome 1. En vrai, bonne chance. Free Quest c'est un peu le même esprit quand même. Non, je pense qu'en vrai ça sera plus facile de faire meilleur que le tome 1 de Free Quest que de Run to Heaven. Ouais, parce que tu peux plus. En vrai, largement. Oui, la fin le tome 1 de Free Quest est super, hein, et on en a parlé dans l'émission. C'est vraiment un très bon rythme, un bon scénario, etc. Mais tu sais qu'il y en a sous le coude. Alors que le tome 1 de Run to Heaven, tu te dis, est-ce qu'il a pas tout mis? Est-ce qu'il a pas déjà tué tout le monde? Oui, Free Quest, tu vois le côté power-up qui peut s'installer avec les persos qui vont arriver et tout machin. On arrive, mesdames et messieurs, au podium de cette émission. Le 3, le 2, le 1. 4ème, donc Free Quest de Renaud Lemaire et Néo. Dans l'ordre, oui, 3, 2, 1. Normalement, on devrait faire ça. Si je ne. Non, je regarde mon texte. Ouais, c'est bien ça. On fait 3, 2, 1. On est bon. Et on bosse quand même. Hein. C'est là où tu te dis.
10 ans d'émission pour réussir à faire ça. Rien n'est laissé au hasard. C'est vraiment... On est bien d'accord. Troisième de nos meilleurs mangas de l'année 2024, Kore Kaite Shine, l'histoire de Yasumi, une lycéenne d'une petite île au large de Tokyo qui passe sa vie à rêvasser, à lire et à relire un vieux manga qu'elle adore, si bien qu'elle s'imagine même côtoyer un des personnages de ce manga. Mais dans sa vie de tous les jours, un manga qui est sans nouveau tome depuis des années. Alors imaginez l'extase le jour où elle découvre que son professeur, Rei Teshima, est en réalité la mangaka qui est derrière cette série. C'est la lue totale. Est-ce qu'elle peut la pousser à reprendre le titre ? Et surtout, est-ce qu'elle peut apprendre à créer des histoires dans ce nouveau club de manga de l'école, encadré par cette prof qui est aussi la mangaka qu'elle adore ? C'est signé Minoru Toyoda, c'est déjà 3 tomes disponibles en France aux éditions Panini Manga, il y en a 6 au Japon, c'est toujours en cours. Joe, est-ce que tu es tombé amoureux comme moi de ce manga ? On en avait déjà parlé de toute façon dans la rentrée 2024, du coup je suis pas déçu de le voir dans le top et je suis assez content d'en avoir parlé. Mais c'est pas un véritable banger a priori. Non, parce que les tranches de vie ça sera jamais des mangas. Non mais je me suis posé la question, je fais non mais le jour où je verrai une tranche de vie en manga. Non, en vrai c'est un très bon Bakuman version campagne et c'est je sais pas, c'est un souffle d'air frais. Moi je suis très content de l'avoir lu et tu ressors avec ça en disant avec le sourire aux lèvres t'es heureux en fait de lire des mangas comme ça, tu fais bon c'est cool, la vie est tranquille quoi. Ouais, moi je suis d'accord. Il parlait d'air frais, Joe, à l'instant. Là, c'est vrai que moi, c'est ce qui m'a frappé à la lecture, c'est la fraîcheur de ce manga. Il y a une fraîcheur dans l'écriture, dans le traitement, et les personnages sont vraiment super. Ils sont super bien écrits, super attachants et tout. Alors qu'à la base, ça partait pas gagnant parce que moi, le truc de encore un manga sur une apprentie mangaka qui va tout dépasser pour devenir la meilleure et tout. Je me suis dit, vas-y, ça, je l'ai déjà lu 14 fois. Attends, mais t'as pas dit que t'adorais te rapprocher des auteurs et de leurs problématiques avec nos mangas No Life ? Oui, mais c'est pas un apprenti mangaka, il n'y a pas ce côté, tu vois, shonen, machin, c'est un truc beaucoup plus, dans les états d'âme et l'exploration de la psyché. Là, on est sur un truc quand même beaucoup plus balisé shonen, et même si il y a plein de trouvailles et justement une vraie finesse dans l'écriture, comme je disais. Mais moi, vraiment, ce qui m'a emporté, c'est cette fraîcheur qui finalement a dépassé mes a priori et m'a fait apprécier ce manga où j'aurais pu souffler un petit peu au début. Ouais, les émotions quoi. Voilà, tout à fait, les émotions. Moi je suis toujours étonnée parce que le décalage entre le style graphique, le style des dessins qui sont très ronds, très presque un peu gras, qui pour moi sont un peu rétro, tu vois, et le développement scénaristique qui passe effectivement par cette galerie de personnages hyper attachante, hyper vraiment pleine de joie de vivre. Enfin, je sais pas, ça fait un peu bateau dit comme ça, mais c'est quand même comme disait Joe tout à l'heure, ce qui en ressort, c'est que une fois que t'as lu le tome, t'es content, t'as le sourire, tu te dis waouh, c'est génial de créer des histoires. Enfin, il y a une espèce d'enthousiasme de la jeunesse et de l'élan créatif qui est vraiment transmise dans ces pages là et moi les personnages quoi, encore une fois je trouve, j'ai eu un vrai crush sur la prof Petsek qui est adorablement elle est tellement dans le déni de ce qu'elle aime faire et que c'est super drôle à chaque fois. Même son design, ce personnage il est vraiment génial. Je pense que quand en tant qu'auteur tu trouves un personnage comme ça, t'es trop content parce qu'il est vraiment super cool. Moi, je suis parti avec un a priori sur ce manga. Je l'ai pris, je l'avais dans mes mains. Je dis, ça, toi, je vais t'adorer. C'est mon nouveau doudou. Je vais te chérir jusqu'à la fin de ma vie. Et c'était la version collector. Oui, exactement. Parce que moi, je l'aurais pas ouvert. Tout à fait, c'était la version collector. Non, mais je savais quelle réputation il avait au Japon. Je l'avais juste feuilleté. Et c'est vrai que graphiquement, je me suis dit. C'est bizarre, mais j'ai quand même envie d'aimer. Alors du coup, je vais aimer tout de suite. Puis je l'ouvre et là, je vois les pages couleurs. Elles sont très très cool. Et alors là, elles m'ont scotché direct et je fais ok, en fait c'est super beau. Et l'histoire m'a emporté tout de suite. Et au début, je me demandais même, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage, cette espèce de raton qui est à côté d'elle de Tanuki. Est-ce que c'est une sorte de Doraemon que je suis en train de lire ? Je sais pas. Bon, il a vraiment gagné beaucoup de prix au Japon. Je vais continuer. Et puis, je me suis fait totalement emporter. Bon, j'avais le scénario évidemment, mais je me suis dit, mais comment on va se rapprocher du manga à travers cette fille qui lit un manga avec un Tanuki ? Enfin, qu'est-ce qui se passe ? De quoi on parle ? Où suis-je, dans quelle étagère, je ne sais pas. Et voilà, c'est un manga par une fan de manga, pour des fans de manga. Je voyais pas comment il pouvait ne pas figurer à la fin de l'année dans notre top. En fait, je croisais les doigts secrètement toute l'année en disant j'espère qu'ils vont bien l'aimer. Et pas le saquer, c'est ça. Exactement. Et puis, non, mais ça, tu parlais de fraîcheur. Moi, j'ai eu des émotions effectivement très fraîches en le lisant.
Et je te rejoins sur le décalage où effectivement le trait peut paraître un peu daté, un style un peu vieillot, et pourtant j'ai vraiment eu des émotions, quelque chose de très frais à la lecture. Comme si c'était quelque chose de très moderne. Ouais. Oui, et puis en fait, encore une fois, le manga, il est polyforme, il peut devenir ce qu'il veut, et quel que soit le style des artistes, tant qu'ils le font c'est leur manga, c'est leur façon d'exprimer ce qu'ils ont envie de dire, ça donne des résultats super, quoi. Mais je pense que les pages couleurs, enfin je l'avais déjà dit quand on avait parlé des mangas de la rentrée, mais ça participe quand même vachement à cette espèce de tout de suite d'a priori, d'état d'esprit positif dans lequel tu vas rentrer dedans, parce que ça t'emmène dans un imaginaire tout de suite très original. Enfin, moi je trouve que si j'avais eu les pages en noir et blanc d'entrée de jeu, je suis pas sûr que j'aurais, essayé de pousser le truc, ou en tout cas je serais pas parti avec les mêmes bases. Et le fait d'avoir des pages couleurs d'entrée comme ça qui sont très, très belles et très une promesse d'imaginaire, alors qu'on va finalement parler de choses très concrètes, mais ça participe quand même. Johnny, t'avais un a priori toi sur ce titre ou pas du tout? Pas du tout, je savais même pas ce que j'allais lire. Moi maintenant, on me passe les PDF, je lis pas forcément avec l'œuvre physique, et souvent il y a pas la couverture. Il avoue qu'on l'assiste. Il y a pas la quatrième. Ouvre la bouche. Je lis pas de résumé. En fait, je m'attends à rien à chaque fois que je commence un manga. Et après, parfois, ça peut dépendre de mon mood, mais clairement, quand je l'ai lu, je fais vas-y, c'est un manga. Et quand j'ai commencé à lire, je fais vas-y, c'est marrant. Et là, j'étais vraiment dans un mood où je voulais ce genre de titre, et je pense que c'est pour ça aussi que je lui ai mis une très bonne note subjective. C'est parce que quand je l'ai lu, j'étais trop content, quoi. C'est ça, tu ressors ragaillardi de lecture de Kore Kaite, Shiné aux éditions Panini Manga. Deuxième de ce top, un manga qui parle de manga. D'édition de manga. Décidément. Et d'édition de manga, ouais. Il y en a eu 4 cette année qui sont sortis, il y en a 2 quand même dans notre top collectif. On vous parle du deuxième de nos meilleurs mangas de 2024. Il s'agit de Tokyo ces jours-ci. C'est le nouveau manga de Taiyo Matsumoto. On a déjà 2 tomes disponibles en France. Le 3e arrive l'année prochaine. Ce sera le dernier volume puisqu'il fait 3 titres. C'est aux éditions Kana. Suite à un échec personnel, Shiozawa, qui est un éditeur de manga, décide de démissionner de son poste après 30 ans de bons et loyaux services. Mais cet homme solitaire pense alors abandonner définitivement le manga avant de se ressaisir autour d'une idée folle, relancer un magazine avec d'anciens auteurs dont il s'est occupé et qui sont pour la plupart passés à autre chose. Est-ce qu'il va réussir à faire de cette bande de ringards les Expandables du manga? Ouais, c'est un peu ma formulation. Alors, vous allez dire, je viens de dire que les mangas qui parlent de manga, ça me saoule. Et là, ça fait le 3e du top qui est en plus sur lequel je vais parler. Donc, ça veut dire que j'ai aimé. En fait partie. Donc, effectivement, là, pour moi, Tokyo ces jours-ci, moi, c'est mon top 1 perso de l'année. J'ai trouvé que ce manga était incroyable. Pour moi, c'est le retour en grâce de Matsumoto. On est vraiment sur un manga tellement fin, tellement subtil. Les situations, elles sont toutes criantes de vérité. Enfin, il y a un truc vraiment très très intelligent et très brillant, quoi, tout simplement. Et puis voilà, c'est un manga sur les états d'âme d'un vieil éditeur de manga. Enfin, moi, il est pas si vieux. Il a pas mal de carrière, donc ça veut dire qu'il est pas tout jeune. Mais en tout cas, moi, c'était fait pour moi, quoi. Vraiment, on suit vraiment la réalité d'être éditeur de manga et de se confronter aussi à la réalité des auteurs. Enfin, il y a un truc aussi dans ce qui est raconté dans ce manga qui est un truc assez original, quoi, finalement, parce qu'il y en a eu plein, effectivement, des mangas qui parlent de l'industrie du manga et tout ça, mais de cette manière-là, pour moi, c'est la première fois que je lisais un manga qui en parlait de cette manière. Juste avant, tu sais, je disais Kore Kaite Shiné par un fan pour des fans. Ouais. Là, je te dirais pas que Matsumoto n'est pas fan de manga parce que c'est Matsumoto et qu'il a dédié sa vie au manga, donc il est fan aussi, mais là, je trouve qu'il propose plutôt une ode au manga et aux créateurs en règle générale, et même presque à l'édition de manga au sens un peu plus large, mais avec des ingrédients très matsumotesques. C'est-à-dire que dedans, il y a des critiques, il y a un regard un petit peu... c'est pas tendre. Un peu acerbe sur le monde du manga. Mais je trouve que c'est plein de bienveillance malgré tout. Ouais, en fait, c'est pas acerbe, c'est réaliste, quoi. Je sais pas comment dire. Du coup, ça prend les bons et les mauvais côtés, mais je veux dire, ça te plonge vraiment neutre dans la réalité de ce que c'est que éditer du manga et faire du manga, quoi. Mais c'est bienveillant, et il y a un peu de mélancolie aussi tout du long. L'oiseau aussi, ça apporte cette touche-là. Et beaucoup de chaleur. Dans les pages, il y a un truc comme ça assez chaud, je trouve. C'est hyper humain.
En fait, c'est là où, comme disait tout à l'heure Robin, c'est le retour en grâce. Mais moi, ce que j'ai trouvé formidable dans Tokyo ces jours-ci, c'est une espèce de creuset où tu as toutes les bonnes choses que Matsumoto nous a offertes pendant toute sa carrière avec différents mangas qui peuvent être parfois très alambiqués, très remplis de références incroyables ou très fantastiques et très éloignés en fait d'une certaine réalité. Alors que là, poum, c'est la réalité, c'est Tokyo, c'est les éditeurs. Et en plus, il y a une espèce de sensibilité qui, comme tu disais, qui est chaleureuse, qui est humaine, qui invite à se pencher sur ces gens. Ils sont pas mieux que nous, ils sont pas moins bien que nous, ils sont comme nous. Sauf que c'est des créateurs, ils ont leur folie, ils ont leurs univers à découvrir. Et il y a cette générosité de venez, on va voir ce qu'ils ont à offrir. Et en fait, pour moi, je trouve toujours que Matsumoto, c'est un magicien. Et là, il l'a rendu vraiment la magie, mais complètement accessible et palpable, quoi. Et en opposition encore à Kore Kaiteshine, tu vois, là je te parlais de chaleur dans les pages. Et j'avais utilisé le mot fraîcheur pour Kore Kaiteshine. Et je trouve que ça va très bien, ouais. Parce que du coup, il y a eu, donc on a parlé de No Manga No Life, qui est pas vraiment sur l'édition de manga, mais où il en est question aussi. Kore Kaiteshine, Tokyo ces jours-ci, il y avait Losers aussi qui est sorti cette année, et Stand By Me Kakuemon, donc ça avait quand même un gros slot de manga et sur des mangaka. C'est ça, mais t'as la fraîcheur de la nouvelle génération et la chaleur, tu vois le côté, voilà, tu lis ton petit truc dans ton petit fauteuil, la cheminée avec ton petit habitué qui est Taiyo Matsumoto, tu le connais, il est là et tout. Non mais par contre, ce qui m'a plu aussi, c'est effectivement, je rebondis sur ce que disait Julie, c'est l'humain, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un manga qui nous apprend comment on fait du manga, tu vois. Moi, c'est un peu ça qui me saoule des fois dans les trucs sur les trucs très didactiques. Didactique. Alors oui, il faut aller présenter ses dossiers de telle manière aux éditeurs. Enfin, tu sais, t'as une espèce de parcours très balisé. Voilà, c'est comme shonen, ça. Voilà, très shonen, machin et tout. Et là, on n'est pas du tout là-dedans. On est vraiment sur la réalité concrète des humains qui font cette industrie, parce qu'on est quand même dans une industrie. C'est une machine, quoi. C'est-à-dire que c'est une machine qui produit de la créativité et c'est génial, mais c'est aussi une machine qui peut broyer des individus parce que là, c'est un peu aussi le sujet. C'est qu'est-ce qu'on fait de tous ces gens qui sont dépassés, quoi. À un moment donné, ils sont là depuis longtemps, ils ont participé à cette industrie, à cette créativité. Puis là, ils commencent un peu à être des machines. Ça y est, ils sont obsolètes, quoi. Tu vois, c'est l'obsolescence programmée entre guillemets. Et donc, lui, justement, l'espèce de pari de Matsumoto sur ce manga, c'est d'expliquer que non, en fait, ces gens-là, c'est aussi une des richesses du médium. Il faut cultiver ça et son personnage, je pense, incarne ça. Et en plus, je trouve que c'est d'autant plus fort que ça vienne de Matsumoto, parce que Matsumoto, c'est typiquement l'auteur des auteurs. Tu vois, c'est l'auteur que tous les auteurs adorent parce qu'il a une espèce de génie, un trait qui est unique. Tu vois, enfin, c'est un mec, genre, c'est un des rares auteurs où tu peux voir un autre auteur essayer de le copier, entre guillemets. Tu vois, des gens, tu vas dire, ah oui, ça fait Matsumoto. Tu vois, il a une espèce de trait qui a complètement imprégné la rétine de toute une génération de créateurs, si ce n'est plusieurs générations. Et donc je trouve ça d'autant plus beau que ce soit ce mec-là qui livre une telle, comme tu disais, ode à faire du manga. Qu'est-ce que ça signifie, cette passion, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette passion bizarre, quoi, de faire du manga, d'en faire soi-même, mais aussi en tant qu'éditeur, participer à cette créativité. Enfin, je trouve ça vraiment, c'est une très très belle lettre d'amour à tout ça, quoi. Tokyo ces jours-ci, Taiyo Matsumoto, 2 tomes disponibles. Il y en aura 3 en tout. C'est aux éditions Kana. C'est l'heure de passer au number 1. Qui est numéro 1? C'est un samouraï. Et c'est un super auteur, en l'occurrence Yugo Ishikawa, puisqu'on vous parle du meilleur manga de cette année 2024. Le meilleur manga consensuel pour toute l'équipe d'or de la saga. C'est ça. Et le manga. Le dragon d'or. Le dragon d'or. Le dragon croustillant d'or de cette 5e de couve, c'est Babel de New Hakenden. C'est la réécriture de Nanso Satomi Hakenden, un roman épique japonais du 19e siècle, donc par Yugo Ishikawa, l'auteur de Sprite ou de Wonderland, un manga qui est presque irrésumable, donc je ne vais pas vous le résumer, vous allez juste nous croire sur parole que c'est vraiment très bien. Déjà 5 tomes sont sortis, là il y a le tome 5 qui vient de sortir au mois de janvier, et c'est terminé au Japon, ça fera 10 volumes en tout, et c'est aux éditions Crunchyroll. Et c'est un véritable banger. Non, vraiment, en plus, moi, j'avoue que j'ai lu que le tome 1, tu vois, mais ça m'a pas empêché de lui mettre vraiment une des meilleures notes de l'année. Vraiment, j'ai été complètement soufflé
par ce manga. Pour moi, c'est Berserk au pays des samouraïs. On est vraiment toutes les promesses entre l'espèce de dark fantasy bizarre, mais aussi du récit de samouraï Shambara avec du combat de sabre et des légendes ou des histoires japonaises dont je suis sûr que je passe à côté d'un million de références que je connais pas, mais c'est pas grave. Je suis porté complètement par le souffle et le rythme qu'impose ce manga. Moi, j'ai été complètement pris dans cette aventure. J'ai qu'une envie. Alors, je l'ai lu tard dans l'année, c'est pour ça que j'ai lu que le tome 1, mais j'étais complètement pris dans cette aventure. J'ai qu'une envie, c'est de me plonger dans la suite. Là, je vais vous entendre en parler encore et ça va me donner encore plus envie de Ah, tu vas voir que la suite, Et je n'en doute pas. vraiment bien. Je n'en doute pas. Bah, c'est-à-dire que si dans le tome 1 tu te dis que c'est un berserk au pays des samouraïs, Ah ouais, t'es pas prêt. t'es pas prêt pour la suite en fait. Il va y avoir plein d'autres Tu sais, références. c'est typiquement un tome 1 où j'ai vraiment pas tout compris, mais j'ai kiffé. Oui. Mais c'est ça qui est bizarre avec le tome 1 de ce manga, c'est qu'on dirait que le tome 1 c'est le tome moins 1 0. Donc, que le tome non moins 1 à moins 1 quand même. qu'ensuite le tome 2 c'est le tome 0 et que le tome 3 est le tome 1. C'est le premier manga qui arrive à décaler sa tomaison. En fait, plus t'avances et plus tu C'est Michael recules. Jackson, il marche à l'envers. C'est comme Berserk, t'as le flashback de 15 tomes au bout du 3e tome, oui. tu vois. Mais c'est vrai que chaque tome donne l'impression, pas d'une nouvelle série, mais comme d'un nouvel arc. Ouais, qu'on arrive. Je vais vous raconter autre chose maintenant encore. Et c'est vrai que c'est moi j'ai vraiment trouvé qu'il y avait j'ai lu les 4 tomes d'affilée. Il me manque le 5 encore. Et c'est vrai que il y a un truc qui fait on comprend pas tout, mais on en veut plus. On en veut absolument plus. Ouais. Julie. Bah non, moi ce que je trouve intéressant, c'est qu'on était un peu en manque de samouraï fantastique, et là on a double dose quoi. Enfin c'est vraiment comme disait Robin, t'as une espèce d'imaginaire qui se met en route directement dès le tome 1 avec des personnages, des situations, des choses que tu comprends pas forcément parce que il est porté à la fois par ce graphisme incroyablement pur. Enfin, il y a vraiment pas un truc qui dépasse et pourtant ça marche très bien. Tu comprends tout. Il y a de la fluidité et à côté, il y a cette espèce de. Enfin, c'est même froid parfois, hein, tellement le trait est un peu chirurgical. C'est très épuré. Ouais, complètement. Il n'y a pas trop de détails sur les personnages. Voilà, et à côté de ça, tu sais que c'est une œuvre qui, comme disait Maxime, donc est une œuvre fleuve au Japon qui a duré sur des dizaines d'années et qui est foisonnante. Donc tu sais qu'à un moment ça va partir, tu sais pas où, mais ça va partir très très loin et que on est, comme on disait tout à l'heure, on n'est pas prêt. On va être surpris, vraiment. Des fois on va se dire quoi, qu'est-ce qui se passe, enfin, pourquoi faut trouver les 8 boules de cristal. Ouais, tiens donc, ça vient de là. Et enfin moi j'aime bien parce que effectivement quand on repense au côté graphique de The New Hackenden, c'est que tu l'associes pas au style Shambara. Nous, on a été habitués à des choses, même s'il y a Samura qui a essayé de faire des choses très, on va dire, flamboyantes. Ouais. Oui, et puis qui verse un peu dans le pulp. Oui, voilà. Manière, quoi, et là, on revient sur quelque chose qui a l'air un peu plus réaliste. Et c'est très agréable aussi d'avoir cette espèce de mélange improbable entre un dessin qui se veut réaliste, en tout cas qui fait appel à des costumes, à des choses très ancrées dans une réalité historique, et puis qui en fait est une histoire 100% fantastique qui n'a aucune logique physique quoi. Enfin je sais pas comment dire autrement et c'est marrant parce que en fait on en avait parlé dans l'émission qu'on avait fait, mais donc Hackenden c'est quelque chose qui est très populaire au Japon et pendant les dernières dizaines d'années là qui ont eu au Japon, c'était quelque chose qui était beaucoup utilisé dans le jeu vidéo et dans le dessin animé avec des réinterprétations très pop, très criarde, j'allais dire, avec des couleurs flashy, des personnages qui n'étaient pas du tout habillés comme dans l'époque, qui sont censés représenter, etc. Des animes très sanglants, comme dans les années 90 et tout. Je sais pas si c'est sanglant, mais c'est plutôt... Ah si, je confirme. Ah oui, d'accord. Il y en a un qui s'appelle Hackenden, c'est vraiment... Ça coupe. Tu te souviens les mangas action, tu vois, du sang, du cul, c'est à peu près ça. Ok, d'accord. Moi, j'étais restée sur les Kara design très criards avec des couleurs fluo et les cheveux en pétard et tout. Mais effectivement, là, tu reviens sur des choses un peu plus centrées, quoi. Allez, on va à l'essentiel. Et c'est aussi pour moi la quête épique que j'ai le plus envie de retrouver, que j'ai eu le plus envie de retrouver tome après tome cette année. Et ce qui est assez étonnant parce que j'utilise le terme de quête épique pour ce manga. Est-ce que c'en est vraiment une ?
Est-ce qu'on est vraiment dans quelque chose avec le rythme de la quête épique, tu sais, les rencontres, le nouveau personnage qui va t'accompagner, l'étape suivante, et avec qui tu t'entoures? Est-ce que tu montes vraiment une équipe pour aller avancer, accomplir ta mission? Bah, il y a de ça, et en même temps c'est pas ça. Mais en même temps c'est pas ça. En même temps t'as quand même tout le background plutôt de l'invasion militaire, de la guerre, du bien contre le mal aussi. Et là-dedans il arrive à te placer les petits éléments de quête de on va ramener les compagnons et tout. Donc il y a vraiment un mélange. Je vais faire un gros parallèle dégueulasse, mais on pourrait penser à Kingdom un peu dans l'idée de va y avoir des batailles militaires. Et tu vas suivre un soldat qui à la base est un soldat de rien, on pourrait dire, et qui va prendre en grade, tu vois. Mais oui, il y a de ça. Et moi, c'est vraiment un des trucs qui m'a passionné dans ce manga, c'est que c'est un tunnel scénaristique, je trouve. Tu rentres dedans. Les persos, c'est marrant parce que c'est comme s'ils étaient pas traités, et pourtant tu t'accroches énormément à eux parce qu'ils ont un chara-design, ils ont un caractère où t'as envie, dès qu'ils arrivent, t'as envie d'en savoir plus tout de suite. T'as envie de dire lui, il est trop stylé, alors qu'en fait, il est pas spécialement stylé d'un point de vue chara-design, mais par une réplique, par un geste, tu vas te dire ouais, celui-là je veux qu'il soit dans l'équipe, mais en fait il y a peut-être pas d'équipe, tu vois. Le manga il va avancer à sa manière de toute façon. Puis il y a vraiment un côté dantesque que j'ai trouvé vraiment génial. Si tu prends entre le tome 1 et le tome 4, t'es là mais qu'est-ce qui s'est passé, qui a mis du budget dans ce manga, tu vois, qui a dépensé des millions pour dire mais vas-y fais ce que tu veux en fait ton histoire. Et du coup il y a vraiment ce côté de la grande épopée que j'adore, et pour moi on est dans une vraie saga, et une saga dans le sens noble du terme, et je suis hyper content de découvrir une saga japonaise, on va dire, que je connaissais pas, où je pourrais vraiment me dire c'est des samouraïs et les pouvoirs magiques, j'ai déjà Samouraï Deeper Kyo, excusez-moi. Mais là il y a vraiment un côté très prenant, et puis c'est un auteur qu'on adore de toute façon, il a un côté très magnétique ce manga en fait. Ouais, et en même temps tu te dis que il doit quand même bien avoir taffé l'œuvre originale, parce que ça respire la maîtrise de A à Z pour pouvoir nous emmener dans un truc auquel on comprend rien mais qu'on adore. Ouais. Et en même temps, ça prouve qu'il a tout prévu, parce que tu peux pas. Enfin, je veux pas spoiler ce qui arrive, mais genre, tu peux pas improviser des arrivées scénaristiques comme ça, tu vois. Il faut que tu les aies préparées un minimum, que tu prépares le terreau fertile du scénario, tu vois, pour faire ces gros changements. Donc, ça se voit qu'il est en pleine maîtrise, mais nous, on sait pas trop ce qu'il fait, et c'est vraiment très grisant d'être de ce sentiment d'être perdu, mais d'être passionné par cette perte, quoi. Johnny, il est numéro 1 de notre top collectif des meilleurs mangas de 2024, Babel the New Akenden. Est-ce donc le banger de l'année? Tout ce que vous avez dit est vrai. Mais, messieurs, même si vous avez un peu enjolifié les choses, mais je m'insurge. Déjà, Robin, ce qu'il vous a pas dit, c'est qu'il l'a mis en premier parce qu'il y avait un chien en héros. D'ailleurs, déjà, il y a des chiens tout le long du manga. D'ailleurs, il l'a gardé parce que Maxime vous a dit oui, c'est Nanso Satomi Akenden, donc c'est la réécriture, sauf que la traduction de ce titre, c'est la légende des 8 chiens du clan Satomi, et ça, il le dit pas. Donc forcément, Robin, c'était sûr que Robin allait aimer. J'en ai vu qu'un. Pardon, Maxime, qu'est-ce qu'il vient de nous dire? Où sont les autres chiens? Julie, quelle trahison! En même temps, il est super bien dessiné. Julie ne vous a rien dit, mais ça se passe à l'époque Sengoku, donc c'est la vieille époque, c'est sa naissance. Cagnard vous a rien dit. Bon, si, il a dit qu'il y avait beaucoup de bagarres, donc c'est pour ça qu'il aime. Ouais, mais attention, moi je le précise, et je l'avais dit la première fois que j'avais parlé de Babel, il y a de la bagarre de yinches. C'est l'un des meilleurs yinches de tout l'univers du manga, je pense. Max, il aime tout, donc on peut pas lui faire. Moi, c'est l'auteur je vous l'ai pas dit encore, mais c'est l'auteur de Sprite, et j'adore Sprite. C'est une très bonne série de SF. Donc en fait, c'est ça le problème, c'est qu'il était malheureusement obligé d'être top 1, mais il faut pas oublier que le vrai top 1 c'était Bugle Call. Même si j'ai aimé. C'est vrai, on l'a oublié. Même si j'ai mis une super note pour Babel, parce que honnêtement c'était trop cool. Mais faut pas oublier que j'ai lu que le tome 1 quand j'ai mis cette note, et j'avais lu les 4. Peut-être que j'aurais mis une meilleure note, mais c'est pas encore sûr, parce que je veux d'abord pas changer grand chose au classement. Si, parce que Bugle Call aurait eu 150. Oui, c'est vrai. Mais non, mais en vrai c'est vrai que Babel est assez jouissif pour ça, c'est qu'on transporte dans un truc, mais il n'y a pas besoin de comprendre tout pour kiffer en fait. On est dedans, et en fait c'est ça qui est bien dans les mangas, c'est qu'il y a des moments, c'est un peu comme Dark Souls, petit spoil pour la prochaine fois, c'est un truc qu'on n'a pas tout compris, et pourtant on a adoré.
Donc c'est le côté nébuleux de l'histoire. Le côté fou de Babel. C'est un voyage, voilà. Alors par contre, faut pas faire ça à chaque fois. C'est-à-dire qu'on va pas mettre le top 1. Ça serait bien que vous fassiez des trucs. Wonderland n'avait pas été top 1 Wonderland, il était pas top 1. Non, il était pas tout le top monde 1, l'avait pas lu à cette D'accord. époque-là, donc il a malheureusement dû être un peu Dommage. un peu l'auteur de rabaissé Sprite, à cause de ça. valeur sûre. Mais ce qu'on dit pas aussi, c'est que Crunchyroll n'a pas non plus mis le paquet sur ce manga. Ah bah non. Celui-là, Vraiment on est allé le chercher. Hein. En plus, il date de 2019 ce titre, donc il est vieux. Enfin, vieux, on s'entend. Non, en 2025. Il est vieux comme l'air Sengoku. Déjà, personne s'est jeté dessus pour l'éditer, c'est ça que je veux dire. D'habitude, maintenant, c'est vas-y, il est sorti, on veut l'éditer tout de suite. Bah non, mais ils l'ont peut-être acheté à l'époque. Ouais, et peut-être. Ils ont juste Ils l'avaient attendu qu'il gardé soit au frigo. terminé pour pouvoir le sortir. Mais c'est vrai que personne n'en parle là pour le coup. Bah, nous. Voilà. On a quand même fait une émission. Peut-être qu'il est nul en fait le titre. on s'est tous trompés, tu vois. Ça Non, mais arrive. ce sera notre nouveau Johnny Billionaire. On va vous saouler avec ce manga maintenant. Bah du coup après on sait qu'il est terminé en 10 tomes. Ouais, lui au moins. C'est déjà bouclé au Japon, donc voilà. Mais lisez Journey Bien Even, bien évidemment. Top 1 de l'année, vraiment Top en fait. 1 de... Faudrait qu'on fasse le top de notre top. De top. Qu'on mette les 100 mangas de notre top pour les 10 ans. depuis 10 ans. Pour les 10 ans, ouais. Et qu'on fasse le All-Star Game. Bah, Bugle Call, il sera là. Ouais, vous inquiétez pas. Il sera là. Ou Journée Bien Even, peut-être, à voir. Voilà, vous avez les 13 titres qui ont brillé dans notre année de manga, dans nos discussions, dans nos lectures. Et la semaine prochaine, on va revenir avec 10 autres mangas. Ouais. Mais 10 sur lesquels on n'est pas d'accord. Bah, évidemment. Donc, on va pas non plus se taper. Ce qui ne leur empêchera pas d'être de véritables bangers non plus. Mais vous avez par exemple un titre qui est encore meilleur que ce. Non. Ah, moi, il y en a un, j'ai un peu le seum qu'il soit pas dans le top 13 quand même. Hein. Et il était pas loin, je pense. Ouais, il était pas loin. Il était pas loin. Il était pas loin en du tout. bordure. Il était en bordure. Exactement. Donc c'était une année manga assez sympathique, même si on n'a pas forcément eu de beaucoup de nouveautés, beaucoup de choses qui nous ont totalement convaincus. Finalement, ce top. J'aurais presque pu l'imaginer avant de faire les moyennes de nos notes et tout ça. Oui. Bah après, tu sais, c'est marrant parce qu'à chaque fois qu'on prépare cette émission, à chaque fois je le démarre en me disant ouais, il y avait quand même pas grand chose de ouf cette année. Et après, tu vois, je reprends le tableau et tu sais, je vois FreakWest. Je fais oui, bon, à part FreakWest. Je vois Babel et je fais bon, ok, à part Babel. Et finalement, moi au final, en 2024, j'ai passé une très bonne année de lecture et il y avait vraiment plein de petites pépites et c'était une année cool en tant que lecteur, quoi. Ouais, puis il y a plein de trucs sympas. On l'a pas dit, mais bon, cette année, malgré tout, même s'il y a une baisse globale des ventes de mangas, le nombre de mangas vendus par rapport à il y a 10 ans est toujours multiplié par 3. C'est bien. Continuez. Continuez. C'est quand même énorme. Donc même si par rapport à l'année dernière, il y a moins de mangas vendus, par exemple, le tome 107 de One Piece, qui est la meilleure vente de manga de l'année, si c'était sorti l'année dernière à la même époque, tout ça, si on prend le nombre d'exemplaires vendus et qu'on le transpose à l'année dernière, il aurait été 3e seulement. D'accord, en termes de volume. En termes de volume, tout à fait. Super. Exactement. Donc voilà, ça retombe un petit peu et même les bestes, voilà, la retombe. Mais bon, après il y a des épiphénomènes aussi à droite à gauche. Par exemple, Vagabond, c'est toujours une des meilleures ventes seinen mais évidemment. de France, de Thomas. Évidemment. C'est fou. Oui. Mais tout comme Berserk continue à se vendre énormément. Mais... Ma copine, elle a offert un Vagabond à notre voisin. Là. Et bah elle a bien raison. Bah oui, elle aurait dû offrir Bugle Call, on est d'accord. Bah oui, maintenant que j'y pense, elle aurait dû offrir celui-là. Et surtout qu'il est moins cher. Il est moins cher. Non mais Vagabond, c'est l'édition perfecte, il coûte 15 balles. Là, vous offrez des mangas à vos voisins? Ouais, c'est bien, c'est sympa. Bravo. Santa, ils nous offrent toujours plein de choses. Et du coup, là, on les a surpris. On fait allez, on vous offre un cadeau à vous. Et ils avaient rien préparé. Allez, les attaques entre voisins. Comment était cette année manga-esque pour toi, Joe? Putain, j'avais pas préparé de conclusion. Du coup, non, mais c'était. En fait, je suis toujours surpris qu'on arrive à me surprendre. Je trouve ça fou, malgré tout ce qui est sorti, tout ce qu'on a fait en film, en roman, en manga, il y a toujours des auteurs qui arrivent à nous surprendre et moi je trouve ça toujours incroyable et donc moi je suis assez content de 2024, on m'a encore surpris donc je suis content. Julie, comment était cette année? Écoute, je pense que je vais pas être très originale parce que je suis toujours étonnée de voir
tout ce qu'on arrive à lire encore, quoi, tout ce qu'on arrive à produire. Et moi, je suis très contente d'avoir lu tout ça, et je suis toujours déçue d'avoir encore tout ça à lire parce que ma palle n'a pas si diminué que ça. Et donnez-moi du temps, s'il vous plaît. Donnez-moi plus de temps pour lire plus de livres. Je crois qu'à nous 5, on a quand même lu pas loin de 170-180 nouveautés. Hein. Ah, c'est pas mal, mais c'est pas assez. Voilà, ça m'a fait mal à l'oreille. C'est vraiment le. Excuse-moi. Non, mais c'est pas ça. C'est. T'as senti le coup de ton. règle sur la main en même temps. Je me suis cru dans Men in Black avec. Je voulais répéter 500 milliards de fois. Robin, comment était ton année ? Bah alors, je suis un peu d'accord avec toi dans le sens où j'ai eu l'impression, et un peu comme Cagnard aussi, sur le côté comme ça, je me serais dit que c'était une année un peu moyenne, middle, ouais. mais en même temps, en revoyant mon top 10 à moi, parce que je regarde le top 10 mais aussi mon top 10, je me dis qu'il y avait plus de mangas vraiment que j'ai vraiment kiffé que l'année précédente. D'accord. Par exemple, tu vois, il y a des trucs qui sont restés, quoi. Voilà. Et alors oui, effectivement, le côté dans mon top, il y a 3 mangas qui parlent de manga. Alors je vous ai dit qu'à la base j'aimais pas ça, mais et puis t'as pas lu Bugle Call, enfin en vrai. Si, j'ai lu Bugle Call, bien sûr que j'ai lu Bugle Call. Merde. Bon bah c'est bon alors. Et bah oui, mais voilà. Et puis surtout, bah, on l'a dit un peu dans l'émission, mais le niveau de la créa française, honnêtement, là c'est un signe quand même que de plus en plus il y a des petits mangas français là qui viennent se frayer leur chemin dans le top 10. C'est un signe quand même, tu vois, que cette création prend du galon, quoi. Avec 2 titres très différents l'un de l'autre. Et en plus. très différents. Et effectivement, quand on avait fait l'émission sur les créas françaises, on avait aussi dit que la richesse, non seulement le niveau augmente, mais en plus c'est très riche, très varié, quoi. Moi, à la limite, si j'étais vraiment déçu, ça aurait été des blockbusters. Oui, des trucs un peu attendus. On se disait, ouais, c'est ça. Kindergarten Awards, je sais pas, je l'attendais peut-être encore plus. Tu vois, Gokurakugai aussi, le fait qu'il soit pas allé. Moi, au début, j'y suis allé un peu en mode, c'est hyper bien dessiné et tout. Puis voilà, finalement, bon, c'est pas que c'est pas bien, évidemment que c'est quand même bien, mais tu vois, ça méritait. C'était pas suffisamment bien pour être dans le top 10. Bah pareil pour Versus, pareil pour le Palais des Assassins, Dead Rock. Land aussi, je sais. Ah, Land, c'est compliqué, je trouve. Ouais, c'est compliqué. Hein. Il faut trouver le bon moment pour monter dans le train. Et le train passe vite et il est assez long. Je sais pas comment dire. C'est marrant, j'aurais dit l'inverse. Ah, d'accord, ok. Le trajet est court, le temps passe lentement. Mais... Non, mais bon, on est d'accord que. Non, on n'est pas d'accord sur Land, justement. En fait, il faut qu'on en parle. Non, mais en fait, Land, si tu fais des notes très objectives, peut-être qu'il pourrait et qui serait bien plus haut placé dans notre classement général qu'avec une note subjective. Faudrait trouver les critères objectifs. Quasiment imprenables, quoi. Mais toi, lui, tu l'avais bien aimé, Land. D'ailleurs, tu continues. Moi, j'ai donné beaucoup de chance et effectivement, ça ne m'intéresse pas. Je ne peux pas mieux le dire. Je pense que après, bon, il y a toujours ce format traînant du tome 1, du tome d'exposition. Et on a vu là cette année, il y a des expositions qui peuvent s'étaler sur 1, 2, 3 tomes. Salut donc Babel. voilà, c'est exact. Donc je sais pas, peut-être que il y a aussi, enfin on en discutait avec Maxime, des fois faut attraper le manga au bon moment. Et tu sais des fois que t'es pas dans le bon mood pour accueillir tel ou tel titre et qu'il faut laisser passer. Après moi Land, je trouve très, très sympa et je pense que j'irai au bout. Mais c'est par exemple beaucoup moins bien que Babel dans ma façon que j'ai eu d'apprécier la lecture de Babel. Moi c'est horrible parce qu'en fait depuis le début je pensais que vous parliez de Sand. Sandland de Toriyama. Et je suis, c'est pas pareil. Mais ils sont fous, non? C'est pas si compliqué à prendre en route. Et du coup, je l'ai pas lu. Donc, je le lirai plus tard maintenant que vous en parlez. Faut trouver le bon moment, c'est ça. Merci de cette intervention, Johnny. Merci à vous tous de nous avoir écoutés. Donc, la semaine prochaine, on revient sur 10 autres mangas. Nos chouchous perso, on en a chacun choisi 2. C'est pas assez. Alors oui, effectivement, Julie en avait 5, Cagnard en avait 5. Nous 3 on en avait 2, c'était bien, mais eux ils ont dû choisir. Moi je suis pas décidé encore. Le choix est actuellement en cours. Oui, c'est-à-dire que Cagnard, c'est le seul à qui j'ai dit bon, t'es tellement relou que ton deuxième manga tu le mettras à la fin de l'émission. Voilà. Ah, je croyais que le titre s'appelait XXX. Je t'ai dit j'ai encore raté un truc. Non, il était vraiment trop relou, alors j'ai fait mon tant pis. En plus, j'ai argumenté. J'aurais dû être plus relou. J'ai argumenté. C'était. Mais Julie a tenté d'être relou comme toi et je lui ai dit non, ne sois pas relou, il y a déjà Cagnard. Je suis trop obéissante. Vous découvrirez donc ça la semaine prochaine. N'oubliez pas d'écouter l'émission qui arrive dimanche, le supplément.
parce qu'on fait des vous annonces. donne rendez-vous dans un parking et tout, c'est très sympa. Et c'est pas pour un scam, hein, on vous assure. Il y a pas une vraiment, arnaque. alors il y a vraiment un parking devant. Voilà, vous écouterez ça dimanche. Merci d'avoir écouté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine et toute l'année. Ciao, salut. Salut. Merci.